Hello, c'est Quentin et bienvenue sur Bubble, le rendez-vous incontournable pour les amoureux de nouvelles technologies et du design. Je suis ravi de vous accueillir dans ce nouvel épisode. On va parler de belles choses, mais avant tout ça, bienvenue les osios. C'est toi la belle chose, Quentin. Arrête, tu me gâtes, tu me gâtes. Josiane, un petit mot à dire pour la météo ou... Écoute, temps ensoleillé, frais mais ensoleillé. On a eu un peu peur hier avant-hier, Ouais, mais ouais, là, ouais. pareil, Là, ça va. soleil bleu. On espère que le week-end sera pareil et que vos journées seront aussi ensoleillées. Il me saoule d'ailleurs, ouais, j'attends avec impatience le petit barbecue, hein, donc Petit n'hésite barbecue. pas. Mais il y en a qui ont déjà commencé, hein. Moi, j'ai pas Ouais, j'en ai fait un pris le déjà. temps et tout. Mais là, on a réhabilité le jardin et tout, t'inquiète. Mais Ça comme nous arrive. sommes un podcast de l'an 1862, comme on dit en avril, L'an ne de te grâce. découvre pas d'un fil. Voilà. Oh putain, non mais lui il a vraiment un papier rose, Allez, c'est hop, pas vas-y. pour rien. Il prend les notes sur papyrus, c'est ça. C'est Ma série préférée, Rocco, direct, c'est Le podcast, il a- Arabesque. Le podcast qui arrive par la poste le lundi, Ah, grave, Exactement. comme Netflix à l'époque. je te jure. En tout cas, on est trop content de vous accueillir pour ce nouvel épisode. On va parler de belles choses. Le sujet principal, vous l'avez vu dans le titre, on va parler de petits ménages, que ce soit à la fois sur la maison technologique, mais aussi sur le fait est-ce que c'est une bonne idée ou pas d'en avoir à la maison. On va parler un petit peu de design, on va parler de Mac sous Linux. Ouais, ça va être, Ça régale, ça va être quelque chose. Et puis on va parler de Deezer un petit peu qui intègre un petit peu d'IA. Ça va être intéressant. Ouais, c'est pas pour leur faire plaisir, tu vas voir. Alors c'est quoi cette histoire de Mac sous Linux? Je sais que ça existe depuis Mathusalem, hein, on parlait de trucs un petit peu old school, Oui. mais là c'est fou. En plus, le pire, c'est que en faisant le titre, je me suis rendu compte que c'est un peu une connerie de dire ça parce que le noyau de Mac, c'est du Unix derrière, en fin de compte. Donc, on est déjà à moitié mot dans le Linux. Mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, quand j'ai une activité que je fais à côté à titre, bénévole, c'est que quand j'ai des gens qui me donnent, ils savent que je suis un gros geek globalement, et ça arrive qu'ils me donnent des vieux PC, et ce que je fais, c'est que je les réhabilite. Je remets, je les remets à neuf, j'efface toutes les données. Tu les remets sur la planète je les Terre, remets, quoi. voilà. Tu changes d'OS aussi. Ça me fait chier. Bah ouais, je remets un Windows un peu propre. Tu Ah, vois, ok. je l'optimise un petit peu pour que ça tourne avec des paramètres un peu plus corrects parce que les vieux PC, quand tu les mets sur des versions récentes, ça rame sa mère. T'es pas le mec globalement. énervé qui met des Linux, par exemple, sur des... Ça peut arriver sur les très vieux PC Ouais. et quand je sais à qui je les file et qu'il n'y aura pas de souci à s'en servir parce que tu as toujours le côté ouais, je suis habitué à Linux et Debian ou Linux en général, quand tu veux installer une application, c'est un poil plus compliqué. Après, ça dépend, tu vois, parce qu'il y a des gens... Aujourd'hui, on fait quand même presque 90% de nos tâches sur des navigateurs. C'est vrai. C'est limite, en Ça fait, sera les gens, peut-être tu leur plus, fous un Linux, tu leur mets un navigateur. C'est vrai. Hein. Ce sera peut-être Et plus accessible. d'ailleurs, petite parenthèse, un jour t'avais trouvé un PC dans la rue. Ouais. Qui avait, qui à premiers abords était pas très esthétique, mais tu l'as réhabilité un petit peu. Ouais. Et t'as récupéré toutes les données de la personne. Ouais, alors Donc ça, juste faites gaffe les gars. c'est en fait voilà, c'est des trucs que je fais un peu en mode sensibilisation, tu vois, mais quand vous jetez un PC dans la rue, prenez au moins le temps, si vous savez pas comment le formater et tout, pas de souci, petit coup de perceuse dans le disque dur, ça fait globalement du bien, ça évite qu'il y ait des gens un peu mal intentionnés. Pas moi, parce que moi, effectivement, j'ai regardé ce que je pouvais récupérer, puis après, une fois que j'ai, on va dire, poké le truc, que j'ai fait ce qu'on appelle le proof of concept, donc la preuve que je pouvais le faire, j'ai tout détruit. C'était juste histoire de dire, voilà, je peux le faire, ça fait toujours un peu de sensibilisation auprès de la famille. Mais si vous jetez du matériel demain, faites en sorte de ne pas le jeter avec vos données qu'il y a dedans. Ouais, Parce c'est que quand ça. je dis que j'ai récupéré, c'était les identifiants, etc. Mais pour parler du coup de Mac sous Linux, les PC et les Mac, c'est plus rare parce que Mac c'est un peu plus cher que je récupère, je les réhabilite et puis je les donne à des gens dans le besoin qui n'ont pas forcément l'argent pour s'équiper. pouvoir se payer un PC, c'est ça. Et il n'y a pas longtemps, on m'a filé un iMac, donc la version exacte de ce Mac c'était un fin 2017, donc Retina 5K quand même, hein, Ça va, pas un ouais. truc de... C'est celui que t'as aussi Mathieu, je crois. Non, j'en avais eu un pareil, mais je crois qu'il était fin 2015 ou un truc comme ça, mais il y avait déjà, c'était déjà un écran 5K. C'était Ok. déjà écran Ouais. 5K, ouais, Et d'ailleurs, il y exactement. a un YouTuber, j'ai oublié son blaze, qui fait des trucs de ouf, qui s'est amusé à récupérer un iMac et qui l'a démonté pour le transformer en écran, juste en écran simple. Alors, je me suis posé la question Ah, pour ouais, madame, incroyable. sauf J'ai qu'en oublié fait, quand son tu fais blaze. ça, le Mac, ça devient un écran. T'as pas moyen de faire les deux parce que Mac, à l'époque, ils avaient une fonctionnalité qui s'appelait le Direct Display Mode ou un truc comme ça où tu pouvais le brancher comme écran, qu'ils ont arrêté de supporter fin 2015. J'ai pas compris pourquoi. C'était une fonctionnalité de fou. Ouais. T'avais un super écran, maintenant, t'as juste un super presse-papier. Bref. Donc, Tu peux acheter des trucs sur AliExpress pour transformer. Il y a ouais, des mais trucs comme ça. c'est pareil, c'est très, très... Pour le gars, j'aimerais quand même lui rendre ses lettres de noblesse. J'ai plus son blaze, mais allez voir, il a fait une collab avec Jojol. C'est le mec qui s'amuse à transformer des consoles de salon en consoles portables. Il est très fort, lui. J'ai déjà vu ses vidéos, il est Ouais, très, très fort. J'ai oublié son blaze, je m'excuse. Et ce fameux iMac, du coup, vu que je suis con, je me suis dit,
comment ça tourne sur iMac? Parce que je suis pas très, comment dire, je connais macOS de manière générale, mais je suis pas très versé dans l'écosystème, je m'en sers pas plus que ça. Et on discutait de Baldur's Gate il y a pas très longtemps, et je me suis dit, je suis con. C'est un Mac de fin 2017, donc 32 Go parce qu'il a été augmenté parce que c'était un poste de graphiste avant. i5 7e génération, il avait une Radeon 470, 4 Go de VRAM. Et je me suis dit, je vais installer Baldur's Gate dessus avec Steam et je vais voir comment ça tourne. Et un jeu hyper gourmand quand même. C'est ça, si vous connaissez pas. Alors, hyper gourmand, c'est quand même assez gourmand, mais c'est surtout récent. Donc je me suis dit, bon, c'est pas un jeu non plus qui est... Le jeu est très beau, mais c'est pas un jeu qui serait hyper compliqué à faire tourner comme peuvent l'être d'autres jeux plus récents, du Cyberpunk, etc. Et ça puait sa grand-mère. D'accord, je l'ai pas fait tourner en 5K, hein, je suis pas non plus complètement con, en 1080, j'ai baissé les réglages. Les textures mettaient du temps à charger, les animations, ça glitchait, t'avais des mecs qui se glissaient en faisant du T-pose, c'était catastrophique. Et je me suis dit, j'avais déjà par contre un vieux Mac que j'avais déjà mis sous Debian, donc une distribution Linux sur laquelle est basé notamment Ubuntu. Et je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer si je mets du matos qui est plus récent, du coup, sur du Debian? Si vous avez écouté les épisodes précédents, vous savez où je vais en venir, parce que du coup, vu que c'est du Debian et que j'installe Steam sur du Debian, j'ai également Proton, la couche de traduction qui a été développée par Steam, qui est basée sur Wine, qui permet de fournir tout l'environnement à Steam et aux jeux Steam pour leur faire croire qu'ils tournent sur du Windows. Et le jeu a été transcendé. Mais quand je dis transcendé, c'est tous ces bugs d'animation bizarres, de trucs qui ne chargent pas et tout, ça a disparu. Les perfs sont J'ai meilleurs. vu, mais il y a des moments où je suis passé aux 80 FPS. Alors, je n'étais pas sur des réglages de fou et j'avais activé les fonctions IA type FSR, ce genre de choses, qui, certaines n'étaient pas supportées nativement sur macOS, encore une fois, puisque les drivers, ce n'est pas les mêmes. Mais c'était transcendé. Ça fonctionnait super bien. Le jeu est carrément jouable. Encore une fois, on parle de matos qui a maintenant 8 ans. Si tu peux juste vulgariser le FSR pour les gens. FSR, Fidelity Scale Resolution, c'est, vous savez, c'est l'équivalent du DLSS de NVIDIA, mais chez AMD. Donc, c'est de la génération d'images supplémentaires par IA. À la fois, l'approche est intéressante. Moi, vu que je suis un gros geek, que je mange des cartes graphiques, voilà, c'est un truc que j'ai voulu faire si vous avez la ref. Pour le bêta test. C'est ça, pour le plaisir. Mais demain, si vous aviez des vieux PC, ne les jetez pas. J'encourage les gens à vraiment faire de la seconde main. Remettez-les un peu propres, installez un et Windows. Et en 2-3 méthodes, comment, par exemple, t'installes un Linux sur Mac? Sur Mac, c'est très très simple. Vous téléchargez un logiciel qui s'appelle Rufus qui permet de créer des clés USB que vous pouvez amorcer en tant que système d'exploitation. Vous téléchargez Debian sur le site de Debian. Une fois que vous avez créé la clé USB sur votre Mac, vous le branchez à l'arrière. Vous restez appuyé sur Alt quand vous allumez votre poste. Et normalement, c'est pris en compte nativement. Vous allez voir la clé USB qui apparaît suivant installer, créer votre compte utilisateur, votre mot de passe et vous allez arriver directement sur le bureau. Les seules spécificités qui sont un peu casse-pieds en fonction des modèles, c'est que des fois, il y a 2-3 trucs qui n'ont pas fonctionné. Moi, j'avais pas le son. J'ai récupéré un script sur Internet qui m'a aidé à le faire. C'est même pas un driver, c'est changer la config, puisque Linux est compatible sur plein de trucs, mais sur Mac, des fois, c'est un peu casse-pied. C'est pas un Mac Silicon. Je sais qu'il y a des méthodes pour Mac Silicon pour le faire, donc les puces M1, M4. Mais c'est à la portée de quasiment tout le monde qui bidouille un petit peu, et je vous encourage, pas forcément à passer sur du Debian, mais au moins, les PC, quand ils ont un petit coup de vieux, vous les reformatez, vous remettez un truc un peu propre. S'il n'y a pas de SSD, vous mettez un petit SSD pour la perf, et globalement, vous pouvez avoir un PC qui est encore tout à fait utilisable à destination de vos parents ou de n'importe quel personne âgé, ou encore une fois, à donner. Bon, tu nous as fait un teaser sur Deezer avec les problèmes d'IA, là. Ouais, écoute, t'as vu, moi, en ce moment, c'est toujours autant ma passion pour l'IA. C'est ton dada, quoi. À la limite, en vrai, c'est une actu, mais genre, on pourrait presque un jour en faire un sujet. Moi, là où je veux mettre l'accent, c'est plutôt presque la partie philosophique. C'est qu'il y a Deezer qui est en train de constater un phénomène qu'il juge en tout cas alarmant, et c'est là où il y a une sémantique intéressante à développer. C'est que de plus en plus de titres générés par IA se retrouvent sur Deezer. Ok. Ça veut dire que en fait au début genre sur des applications de type Suno ou voilà, exactement. T'as Suno et il y avait Udio aussi également qui est un concurrent. Au début de l'année, ça représentait seulement 10 000 titres générés de l'année 2025 là par jour. 2025. Attends, quoi il y a 10 000 titres par jour qui sont générés, voilà, qui sont envoyés sur Deezer et publiés même. sur Deezer. Voilà. Et là, je t'ai dit, c'était en début d'année. Là, c'est en train de passer à 20 000 titres par jour. Mais attends, on est en avril, ça fait en 4 mois, on a pris double. Voilà, cela représente 18% des nouveaux morceaux publiés quotidiennement. Waouh voilà. Ah putain, ouais, c'est fort. Donc, en fait, tout ça pourquoi? Parce que déjà, de 1, les modèles d'IA deviennent de plus en plus bons. Notamment, tu vois, moi, Suno, je trouve que ça fonctionne. Ça marche ça incroyable. Fonctionne. La version 4.5, je crois, ils en sont maintenant là. Ils ont des résultats qui commencent à être hyper intéressants, que ce soit sur les instruments, sur les voix aussi également.
En vrai, limite, tu te prends un abonnement Suno, tu peux te traîner ta vie là-dedans si tu kiffes la patte IA. Quoi. Et surtout que tu as le droit de monétiser si tu prends leur Et licence bah, payante, justement, je en pense plus. que les gens s'engouffrent dans la brèche en disant bah, maintenant, vu comment c'est easy de faire des morceaux, bah vas-y, je vais les mettre sur les plateformes d'écoute payantes, tu vois. Putain. Donc, il y a Spotify et Deezer qui sont en train de développer des outils pour justement repérer et marquer les morceaux générés par IA et également un petit peu d'endiguer le truc, c'est-à-dire bah, de les invisibiliser ou de les carrément peut-être de les blacklister parce qu'en fait, bah, eux, ils estiment que c'est un peu le débat éternel de est-ce que c'est de la vraie musique Propriété ou pas. intellectuelle et tout ça. Voilà, alors en il y a plus. plein de trucs qui se mélangent. Pour les pro-IA, il y en a qui... D'ailleurs, c'était le boss de Winamp, mon gars. Quand j'ai lu l'article sur Clubic, j'ai vu le PDG de Winamp. Vous savez, cet ancien logiciel qui nous permettait d'écouter la musique. L'ancien lecteur Et Wikipédia. Ah ouais, Incroyable. Sur ton c'était poste. un truc de ouf, mon gars. Winamp, je m'en rappelais même plus que ça existait. Et qui lui dit que, bah, en fait, l'IA, c'est juste la continuité depuis l'invention du synthétiseur, qui était déjà... un peu peut-être un truc c'est pas faux, ouais. tu vois, La musique sur MacBook n'est pas un instrument. tu vois, entre le gars qui défendait le violoncelle, le violon, le piano et l'autre qui dit bah le synthétiseur c'est aussi de la musique alors qu'en fait bah c'est T'as Et des puis éternels en débats vrai, comme ça continue. Ouais, et puis en C'est vrai, d'une cyclique. certaine manière, il y a certains qui vont se buter sur ce truc-là, même si ça passe par une IA et que, bon, peut-être que le mec a pas de talent, ou peut-être qu'il en a, mais il va passer du temps, et c'est vrai que ce temps-là, bon, bah, à un moment, il faut le. C'est tout le débat. Est-ce que tu considères que le fait d'avoir des outils, comment dire, comme un synthétiseur où le son il est, comment dire, électronique, Numérique. c'est une Mais chose simulé. numérique, c'est Ouais. ça. Mais Parce t'as qu'en quand plus- même la recherche de la note et tout pour l'IA. Ouais, mais Taper tu un vois, texte, dans- dire faire une musique qui critique mon ouais, mais boss c'est en comme mode si... rock. ouais mais c'est comme si tu disais tu vois là tu dis par exemple le synthétiseur tu lui dis ouais il faut taper quand même la note bah là en fait c'est juste le mec qui s'est prompté correctement un truc pour te donner un son de ouf tu vois. Au niveau de la recherche, je peux comprendre que ça cause des débats parce que c'est quand même pas pareil de dire à une IA fais-moi telle musique plutôt que toi d'aller faire la recherche, de mettre les instruments, etc. Quoi qu'il en Demain- soit, pour l'instant, en tout cas, Deezer, c'est ça, ne supprime pas encore ces morceaux. Mais en fait, eux, ce qu'ils prônent, c'est un développement responsable de l'IA générative pour avoir une espèce de transparence, déjà, que les gens soient conscients qu'ils écoutent. Et genre de l'IA. mettre titre généré par IA ou un truc comme Ouais. ça. Comme sur Instagram, ce que tu Ouais, retrouves voilà, déjà ouais. sur Et- certains et- réels. Et surtout respecter les créateurs. Après, il y a aussi le fait que là où tu as raison, c'est qu'il y a le fait que pour les anti-IA, pour eux, l'IA ne crée rien. Et surtout, l'IA va piocher sur des trucs. Titre existant et tout. Un peu le débat éternel de même Ouais. l'IA avec ChatGPT qui se permet d'aller pomper toutes les ressources d'Internet sans autorisation. L'IA peut aller taper sur ta chaîne YouTube et aller pomper des informations qu'elle va recracher quand quelqu'un va prompter un truc, tu vois. C'est ce qui avait été, c'est le débat qu'il y avait eu avec Voilà. une IA qui avait été entraînée en regardant des vidéos YouTube de manière illégale. C'est le débat éternel où toi et moi, par exemple, on est créateur de contenu sur Internet. Bon, bah, on se fait bouffer nos créations par l'IA et en fait, on touche rien sur ce truc-là. Bien sûr, ouais, je comprends. Donc il y a ça, mais c'est un phénomène qui est de plus en plus Grandissant du coup, grandissant hein, de putain. ouf. Et qui va ressortir partout, parce que là on parle de la musique, on a parlé de la vidéo, mais la vidéo c'est un peu plus peut-être compliqué à générer, mais ça, sur tout ce qui est création d'œuvres de l'esprit, en fin de compte, on va avoir Et le encore même une débat. fois, ça pose à la fois des questions juridiques et éthiques sur ce phénomène, sur le droit d'auteur, sur la rémunération. C'est vrai que, tu vois, si tu as passé 5 minutes à prompter un truc et que tu as créé un son et que tu l'envoies, bon, bah écoute. Après, il y a ce fameux. Moi, je me pose toujours la question parce que je vois bien un petit peu les grands acteurs comme ça s'ériger en défenseurs du droit, de l'éthique, du respect des créateurs et tout. Moi, j'attends le moment où ça va basculer, c'est-à-dire que l'IA va sortir un hit, un banger. Tu vois, un truc que tout le monde va écouter. On n'a pas attendu. Ouais. Voilà, pour l'instant, c'est pas encore. Moi, j'ai pas connaissance. Alors, si, il y a quelques morceaux qui ont été faits, tu vois, genre du Drake, il y a des morceaux qui ont été générés par IA, mais on n'a pas eu encore le hit international de l'IA qui a mis tout le monde d'accord. Et là, face à ce hit-là, que vont faire les plateformes? Parce que là, c'est facile, tu vois. Mais le jour où le hit, il est incontournable et tout le monde ne fait que l'écouter, est-ce que les plateformes vont se dire ah ouais, bah alors nous, on le boycotte parce que c'est de l'IA? Ouais, ou est-ce là, on que le l'a pas du considère gain? et tout. Bah, parce que l'a pas du gain, Bien quoi. sûr. Si je peux caler un truc là-dessus, tu te rappelles, je t'avais fait écouter un son, alors comment dire, c'était du PNL, j'écoute pas spécialement du PNL, il y en a 2-3 que j'écoute, et un son qui s'appelait Shorai, qui a été fait par un mec qui s'appelait anciennement PNL World sur YouTube, qui s'appelle Swan, maintenant je pense qu'il a mis son prénom, je t'avais fait écouter ce titre-là, donc c'était une instru que le mec avait fait lui-même, mais il avait entraîné un modèle de voix à prendre les voix des Ouais, mecs des artistes. de Ouais. PNL, et le son est vraiment cool. Ouais, ouais, T'entends sur des fois certaines prononciations que c'est de l'IA, Ouais. mais
t'as aussi comment dire, là, c'est clairement reprendre la voix d'un artiste qui existe. C'est ça. Donc c'est encore un autre Tu parlais de Drake niveau. aussi, c'est vrai que là, c'est vraiment, tu récupères la propriété intellectuelle, même la personne, l'image de la personne. Et la musique est incroyable. Donc là-dessus, non, mais effectivement, avoir un titre généré de A à Z avec une voix qui est complètement, je vais dire artificielle, mais pas artificielle dans c'est ça. dans le terme. En fait, c'est juste que le mec, il calque on sait comme il calque comment dire, la voix de PNL. Ça veut dire qu'il y a un mec qui, moi je sais parce que dans ma playlist aussi, j'ai maintenant des musiques d'IA que j'adore. Je t'ai déjà fait écouter, avec notamment des Tupac. Un mec qui s'amuse à reproduire le son des années 90 et tout ça, et qui fait du gros son West Coast, parce que moi, je suis plus trop en adéquation avec aujourd'hui la nouvelle musique urbaine. C'est pas que je vais faire mon vieux con, mais c'est vrai que ça me parle moins. Et il y a un mec qui s'appelle Dub Funk qui fait des dingueries. Et en fait, tu sais que ce qui est marrant dans YouTube Music, je vous invite à aller regarder, parce que moi, je suis client YouTube Music, que en fait, tu as une fonctionnalité qui te permet de basculer en titre, c'est-à-dire que tu n'as pas la vidéo, tu n'as que la musique, et en vidéo. Et en fait, quand tu mets en mode titre, tu as la voix originale du mec, donc c'est pas la voix de Tupac. Et il faut que je bascule en vidéo pour avoir le... Trop bizarre, il y a deux fichiers dans Ouais, c'est très bizarre. Très bizarre. Moi, ça m'emmerde, je vais pas te mentir, parce que je préfère du coup la voix avec la voix de l'IA. Tu m'étonnes. Parce qu'en fait, en plus... ces mecs-là, ils doivent aussi poser de manière un petit peu monocorde. Ça veut dire ils reprennent un peu les mimiques des rappeurs. Tu sais, genre un rire, une tonalité et tout. Mais par contre, ils se doivent d'avoir une voix un peu genre monocorde pour que l'IA arrive à appliquer le modèle correctement, j'ai l'impression. Tu vois, ils peuvent pas se permettre d'avoir une liberté de poser un petit peu comme eux, ils auraient voulu avoir faire un si flow, c'était... Voilà, exactement. Et de toute façon, par rapport à ce qu'on disait sur Deezer, on va y arriver à l'IA. C'est juste qu'il y aura une catégorie particulière que ce sera indiqué, je pense, quand on va arriver sur des titres avec certaines parties de la musique générées par IA. En vrai, la plupart des gens, ils s'en foutent que ce soit créé par IA. Ils veulent juste pas avoir la sensation. Enfin, moi, c'est comme ça. En tout cas, je suis peut-être des généralités, mais je veux pas être trompé. Moi, je connais quelques personnes qui sont... Franchement, qui trouvent que c'est le chétan pour eux, tu vois. Il y en a... ils sortent vrai, bénite, mais c'est ce que tu dis, 20 000 titres par jour. Tu peux pas me dire qu'il y en a qui voient ça comme un gagne-pain facile, en mode j'ai des prompts automatiques tous les jours sur Suno, puis un truc qui upload. La patte du gain est facile. Ça peut partir vite. Hein. La patte du gain, de toute façon, que ce soit sur la musique ou sur tout ce qui est IA, je sais pas si moi, pour regarder beaucoup de vidéos pour m'intéresser au sujet, t'as là les mecs qui saisissent l'opportunité de dire développe ton business. Mais c'est clair, sur Instagram, il y a plein de mecs comme qui font ça. Ils font des prompts pour récupérer les tendances Amazon, machin, pour ensuite les transformer en vidéo, avoir un lien cliquable et pour avoir des trucs. Tous ces mecs-là, on vous voit. On va vous juger. C'est des rats, mais qui vont pas tenir longtemps. Enfin, tu vois, c'est abusé. Mais en tout cas, ça pose une vraie question qui est hyper intéressante. Et ça me fait penser un petit peu à la série Spotify qui est, il me semble, sur Netflix, où il y a eu... en fait, c'est par épisode. Alors, j'ai pas trop aimé comment ça a été fait. Donc, en fait, chaque épisode est sur une thématique, genre l'avocat, le machin, etc. Mais en gros, ça reprend le concept de Spotify, comment ça a démarré et tout ça. Et là où je veux en venir, c'est à un moment, il parle de... en fait, Spotify a émergé parce qu'ils ont réussi à récupérer les droits intellectuels des musiques. Et c'était le gros truc à l'époque. Tu pouvais pas créer une plateforme sans avoir ces droits-là. Mais sauf que tu vas pas les voir toquer chez chaque artiste. Et du coup, ça m'a fait penser à ça. C'est une série pour ce truc-là, c'est hyper intéressant. Et tu vois, c'est pour ça que mon actu, je la voyais pratiquement, ça pourrait être presque un sujet de podcast à lui-même tout seul. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire sur Insta votre ressenti là-dessus. Est-ce que pour vous, de toute façon, l'IA, c'est de la richesse en plus, c'est de la musique en plus qui est certes créée à la base potentiellement de pillage d'artistes. C'est peut-être aussi également pour certains la voie, entre guillemets, de la fatalité, c'est que de toute façon, l'humain est comme ça et de toute façon, nous, on est juste la première vague, mais que dans 10 ans, ça sera très naturel pour tout le monde d'écouter de la musique sur IA, ou est-ce que vous êtes prêts à tout pour essayer d'endiguer le truc et que vous, au grand jamais, vous refuserez d'écouter de musique de l'IA. Moi, je sais qu'il y a des sons, je sais que ça plairait à des gens, mais qui se disent, dès que tu leur dis c'est fait par IA, c'est croix avec les mains et dire vas-y dégage avec ton truc et ça les répulse. Mais on va faire un gros sujet, une grosse thématique sur l'IA de manière générale et je pense qu'on va intégrer un bout parce que là-dessus parce que c'est vrai que c'est intéressant. N'hésitez pas à nous donner votre ressenti et même peut-être ce que vous aimeriez qu'on traite dans ce gros sujet à un moment de l'IA parce que de toute façon c'est le sujet de notre époque.
Je voulais vous faire un petit crochet sur le design parce que le monde du design n'est pas immobile et encore moins en ce moment parce qu'il y a eu un salon à Milan, une semaine à Milan où il y a eu plein de révélations de design, notamment Ikea qui a présenté une collection qui s'appelle Stockholm 2025 où ils ont présenté plein de belles pièces en collaboration avec des designers. On a déjà parlé de Ikea et du design sur le podcast, mais je vous invite à aller voir cette collection qui arrivera très vite d'ailleurs chez Ikea. Donc vous pourrez avoir des trucs un peu de créateurs mais à bas prix, ça fait plaisir. Là on va partir vraiment dans un autre contexte, les prix ça va pas du tout être les mêmes, vous allez voir, ça va faire jaser. Louis Vuitton dévoile sa première collection de mobilier intérieur. Alors ils avaient déjà fait des objets dans sa ligne objets nomades, bon ça c'est pas nouveau. Maintenant ils présentent des pièces de mobilier, des luminaires, des textiles, des objets d'art, de la table et tout ça. Il y a vraiment plein de trucs, c'est des créations faites avec des designers renommés. Bon je vais pas vous citer les noms parce que ça vous dira rien, mais c'est vrai que c'est hyper. Alors moi j'aime beaucoup. C'est basé sur du design organique, donc c'est du mobilier qui vit. Mais alors si vous voulez un exemple, le canapé Bomboca, qui est vraiment l'exemple du canapé organique. Moi bon faut aimer, hein, c'est un style très clairement. 60 000 €. On est sur... voilà. D'accord. J'avais pas la notion de le prix, ça allait faire jaser. Il fallait que tu mettes des chiffres dessus. C'est pour ça. D'accord, on parle du canapé. Le canapé, c'est une bagnole. Ah bah oui, mais une très très belle bagnole. Ah ouais, 60 000 balles, t'as une Alpine, hein, je rappelle. Elle est très très belle la bagnole. Et alors c'est vrai que c'est un style atypique. C'est ce que vous allez surtout voir dans des salons de créateurs, dans des choses comme ça. Si vous voulez un autre exemple, on peut parler d'une petite lampe à 4 300 €. Normal. Petite lampe, gros prix. Ils sont trompés, mais c'est l'inverse normalement. Est-ce que vous voulez le merengue? C'est un petit pouf qui ressemble à une meringue. C'est vraiment très très design. 12 900 €. Mais si vous avez l'argent, les gars, non mais let's go. Hein. J'ai pas la thune, mais si vous voulez faire une collab Louis Vuitton, Ah ouais, vraiment la collab de Vuitton. N'hésitez pas. On peut faire une collab à la Bicel, tu sais, à l'époque. Ils salissaient des trucs, genre dans. Il y avait une pub comme ça qu'ils avaient fait. Oui. Et ils mettaient du ketchup ou des trucs comme ça sur du mobilier. Et après, ils testaient leur injecteur extracteur. Ça, on fait ça à Bicel X Louis Vuitton quand vous voulez. Pas. Hein. J'ai quand même une petite mention spéciale pour la chaise longue par Marcel Vanders, qui est une chaise longue qui semble être en cuir, il me semble bien, qui fait partie en fait de la collection objet nomade, et en fait tu peux la replier sur elle-même, mais une fois dépliée, franchement je la trouve hyper design. Elle est incroyable. Alors j'ai envie de raconter mes problèmes à un psy là-dessus. Mais mes problèmes de riches, tu vois. Ouais. C'est exactement ce que j'ai envie de faire en plus, sacrilège je pense, mais j'ai envie de mettre mes chaussures, tu sais, dans les trous là. Je pense que à l'intérieur. En vrai, tu peux, il y a les espaces pour. Tu sais, je pense que je suis pas assez un mec raffiné, tu vois, des trucs toi tu vois du design, moi je veux des trucs pratiques. Ah ouais, on peut mettre ses pompes en dessous. Mais tu sais que imagine ton psy là, ça déjà frérot, t'inquiète, c'est que tu dois avoir des vrais problèmes. Ensuite, tu glisses tes chaussures là-dessus. Je pense que le problème, ça va devenir ton psy. Il va venir te boxer sur la chaise longue. Moi, j'ai vu par contre le tourne-disque de leur collection. Il est vraiment magnifique, celui-ci, pour le coup. C'est vrai. Je le trouve incroyable. Mais je vous invite à aller voir sur le site parce que bon, au-delà du prix et tout ça, bon, il y a des trucs qui sont vraiment inaccessibles. Sinon, tu vas mettre une vraie idée sur le Insta. Ouais, c'est ça. Je vais mettre une petite compilation, mais il y a des vraies idées très très bonnes, je trouve. Bon, des trucs tout bêtes, mais on parlait du canapé Bomboca. Moi, j'aime beaucoup, c'est marrant. Mais il y a des fauteuils qui sont ultra atypiques. Le fauteuil Bulbo, par exemple, 79 000 €. C'est de l'art en fait. On dirait un Kinder Surprise. Et il a pas l'air confortable. On dirait un Kinder Surprise, j'avoue. Vraiment, j'ai pas envie de me poser dedans celui-ci. On dirait les cabines, tu sais, pour les télétravailleurs. Moi, j'aurais dit un artichaut un peu. Oui, c'est vrai, il y a un petit air d'artichaut, pétale de rose. Voilà. Mais pareil, encore une fois, on parle du prix, c'est comment dire, c'est un concept, c'est voilà. Alors il y a deux choses, déjà c'est Louis Vuitton, c'est une grosse maison de création, et puis en plus de ça, c'est des matériaux de qualité faits avec des créateurs, c'est des objets destinés pas à tout le monde évidemment, mais voilà, je trouve ça intéressant parce que c'est généralement ce genre de marques qui vont influencer des tendances, comme on peut le voir dans le milieu de la haute couture. Ça ressemblera pas forcément à la même chose, mais en tout cas vous aurez une idée. Et ouais, voilà, j'ai trouvé ça intéressant pour vous donner les nouvelles tendances du design et des collections de mobilier. Et puis, je vous le disais, on parlait d'Ikea, mais il y a beaucoup de tendances qui sont influencées et qui reviennent sur des marques comme ça plus abordables. Ouais. Et c'est chouette. Il y a un sujet qui est, je pense, si vous n'êtes pas dans le secteur de la cyber, qui est complètement passé à la trappe cette semaine, mais qui a failli avoir l'effet d'une bombe atomique
dans le milieu de la cyber. Spotify qui est en rade? Rien Non, à c'est voir, pas ça rien Ok. à voir. Mais ça aurait pu être... En fait, il y a un programme qui s'appelle le programme CVE. Il va y avoir beaucoup d'acronymes, je m'excuse. Mais en gros, c'est un programme CVE, c'est Common Vulnerability and Exposure. C'est globalement un référentiel de toutes les vulnérabilités, enfin, d'énormément de vulnérabilités dans énormément de logiciels. C'est l'almanach des vulnérabilités. Genre, ouais. Mais en fait, il te publie ça avec un score en fonction de si c'est une vulnérabilité élevée, tu vois qu'il y a beaucoup d'impact, moins d'impact, qui est vraiment très, très trivial. On en avait déjà parlé d'un certain nombre, par exemple, à l'époque, avec Eternal Blue, etc., sur Microsoft, qui avait, permis des attaques par des ransomware, etc. Et tout le programme CVE qui publie les vulnérabilités qui est utilisé dans le monde, pas moins, dans le monde, dans chaque produit de vulnérabilité, dans chaque programme, tu as forcément le CVE ou le CVSS, qui est du coup le fameux score qui est référencé quelque part. Ce programme a fait disparaître. Fin. Ce programme a fait disparaître. Disparaître. Cette semaine, il a failli s'arrêter comme ça d'un jour du jour au lendemain. Ah, ok. Comment est-ce qu'on le sait? Il y a Yosri Barsoum, qui est le vice-président du MITRE, qui est l'organisme qui gère le programme CVE, qui a annoncé dans une lettre ouverte. Pourquoi ouverte? En fait, on ne sait pas si ça a leaké ou comme si elle a été publiée de manière consciente, que le financement américain pour ce programme-là, il expirait le 16 avril. Il a publié la lettre, genre, la veille de la fin du financement. Donc, c'est en mode, les Il a gars, pas peur, le gars. si on n'a pas de thunes, globalement, il n'y a plus de CVE, donc les anciennes resteront accessibles, mais les nouvelles, il n'y en aura plus de publiées, puisque on n'a pas l'argent. On n'a pas l'argent. Mais c'est pas un truc américain. Enfin, je veux dire, c'est pas un organisme américain financé par l'État. Si, c'est un organisme américain qui a eu des financements américains, mais qui est utilisé à travers le monde. Mais sauf que, comme n'importe quelle initiative, même s'il y a une partie Ah, mais il leur plutôt faut leur ONG, bandeau Wikipédia, donner 1 euro, Oui, 2 c'est euros, ça, 5 exactement. euros. mais Ça alors, marche sur moi, ce truc-là, je l'ai fait chaque fois que je l'ai vu. on va y revenir parce que tu as une question du coup de souveraineté, parce qu'encore une fois, c'est une dépendance à un organisme américain pour fournir des fonctions essentielles sur la partie cyber, notamment en Europe, avec toutes les problématiques de, de ce qu'on appelle maintenant le... Ah, j'ai plus le terme, c'est pas la fédération, c'est la souveraineté, pardon, la souveraineté numérique. Et si tu veux, en fait, le financement a été rétabli par la suite. Et on se demande si c'est pas finalement pour ça que la lettre a fuité avec des gros guillemets. C'est-à-dire que quand c'est sorti, ça a été un missile. Moi, mon LinkedIn le matin, quand je l'ai ouvert, c'est que ça, tous les posts, c'était Trend. ça. Et ce qu'on s'est dit, c'était effectivement pour alerter les gens sur ce truc-là et créer en fait une vague médiatique. La lettre a fuité potentiellement de manière volontaire pour justement mettre le holà et puis faire réagir le gouvernement américain en disant non, c'est bon, maintenant le financement. Pour vous donner quelques chiffres, on fait quand même référence à 274 000 failles de sécurité qui ont été divulguées depuis 1999. Donc le chiffre n'est pas si énorme que ça, mais Non, c'est quand Mais même il y a quand même un beaucoup de travail conséquent. vulnérabilités. On parle d'un travail d'analyse, de recueillir les informations, parce que parfois, c'est des indépendants qui relèvent ces vulnérabilités, qui les envoient à des organismes type des CERT, donc des... Oui, et puis c'est pas la petite vulnérabilité de Micheline, y a de 45 tout. ans, qui... Il y a de tout. Tu as vraiment de la vulnérabilité faible, mais en fait, à partir du moment où c'est une vulnérabilité, ça peut avoir un impact. Mais l'impact peut être différent si c'est très facilement exploitable ou si c'est très compliqué, s'il faut avoir un accès authentifié, ce genre de choses. On a eu notamment les membres du conseil d'administration du CVE qui ont créé la fondation CVE, qui est, j'en parlais tout à l'heure, un organisme à but non lucratif. Et on a eu l'un des fondateurs de ce programme-là, qui s'appelle Ken Landfield, qui a déclaré que CVE, en tant que pierre angulaire de l'écosystème mondial de la cybersécurité, est trop important pour être lui-même vulnérable. Donc ce qu'il dit, c'est que ce programme sur lequel on repose pour qualifier les vulnérabilités, lui-même, on ne peut pas se permettre d'avoir des trous dans la raquette. Encore une fois, c'est quelque chose qui, même si c'est d'origine américaine et géré par des financements américains, etc., c'est un impact mondial. Donc, en réponse à ça, il y avait quelque chose qui était en développement sur lequel le public européen et français notamment n'avait pas forcément connaissance, mais il y a eu une réponse de l'ENISA, qui est un organisme, du coup, une agence européenne pour la cybersécurité, qui a créé ce qu'on appelle le EUVD, l'European Vulnerability Database, qui est exactement le même que le NVD, que le National Vulnerability Database, mais qui est cette partie-là côté américain, États-Unis. Okay. Mais qui, eux, ils sont un petit peu, tu vois, plus réservés sur la démarche. C'est-à-dire qu'ils disent non, mais on vient en complément. On vient en complément, c'est peut-être pas... En complément, mais c'est la même chose. C'est la un même chose. miroir. C'est la même chose. Et surtout, c'est pour pas dire que demain, si jamais on... Oui, on ferme la frontière américaine, bon, on a notre truc, quoi. On est quand même couvert sur cette partie-là. J'ai l'impression qu'il y a un peu un côté, genre, on laisse les Américains payer, c'est bien, parce qu'ils ont la thune, et nous, on est là en backup s'il faut. Ouais, c'est ça. Et puis au-delà de ça, il y a aussi, je pense, le traumatisme comment dire, du déclenchement de la guerre avec l'Ukraine, etc. En disant, globalement, on a l'OTAN, c'est gentil, mais si les Américains
nous lâche. décide demain de nous lâcher ou de juste pas réagir ou de couper voilà, les flux de données comme ça a pu arriver. Tu sais, depuis Trump, bon, je vais pas rentrer trop dans le débat, mais la partie cyber, c'est un peu compliqué. On sait qu'il a viré le directeur de la NSA il y a pas longtemps, que les financements pour tout ce qui est recherche sur la cybersécurité, avec ça a pris Elon Musk et le fameux Doge. C'est ça. Et il a pris un grand coup dans la gueule il y a pas longtemps. On se demande si, comment dire, nous, on a les moyens d'être autonomes sur cette partie-là. La réponse aujourd'hui, c'est clairement c'est non. Il y a beaucoup de dépendance d'acteurs américains au-delà de la cyber. Mais la majorité du cloud, c'est Microsoft, c'est Amazon, c'est Google et c'est Oracle. Parce que c'est aussi tous les systèmes sont là-bas, en fait. Donc, forcément, c'est compliqué. Exactement. Donc là, aujourd'hui, le renouvellement, il est repassé, encore une fois, pour un peu plus de 11 mois maintenant. Va se poser la question de demain, savoir si on va retomber sur les mêmes scénarios, de par les tensions, de par la volonté d'intégrer quelque chose de plus souverain en Europe. C'est un sujet qui est très intéressant et qui est soumis du coup à beaucoup d'adhérence de la part de la sphère politique. Mais clairement, quand c'est sorti, ça, je vais pas te mentir que j'ai eu une petite pensée pour tous mes copains qui travaillent dans les Vulnerability Operation Center, les centres de gestion des vulnérabilités, notamment pour les grosses boîtes, puisqu'il y en a aussi des grosses boîtes et du secteur du luxe dont on parlait jusqu'avant qui ont des gros programmes là-dessus. Tu sais, après, dans les médias, on parle beaucoup du réarmement militaire de l'Europe et tout. Je pense que c'est un sujet qui est critique. Le renseignement est une brique. Mais c'est critique, puisqu'aujourd'hui, tout est informatisé. C'est-à-dire que tu peux attaquer... par exemple, c'est bien de se réarmer et mettre des drones en place. Mais si demain, tu as une vulnérabilité sur ce système-là... c'est mort. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on se prenne par la main et qu'on y aille. Allez, et puis qu'on apprenne à vivre sans... cette américanisation qui a dominé le monde, voilà. Et puis les experts, on les a, on les a, les experts, on a les programmes en France, mais bon, c'est toujours le même débat, faut les payer, faut les accompagner, faut leur donner les moyens de continuer à exercer ici, qu'ils aient pas envie de partir à la Silicon. C'est ça, c'est qu'il y a toujours eu une grosse fuite des cerveaux, comme on appelle, mais maintenant, il serait temps de les rapatrier pour les garder, les préserver. Et après, justement, là-dessus, alors pour en revenir aussi sur peut-être une autre thématique, mais qui peut être connexe. Tu vois, on le voit en ce moment, vu comment Trump, il tire à boulet rouge sur tout ce qui est scientifique et tout ça. Les chercheurs, ils se font couper les financements là-bas aux US. C'est aussi une opportunité pour nous, en Europe, de les rapatrier. Même si, tu vois, ils seront peut-être moins payés, parce qu'on n'aura peut-être pas les moyens des États-Unis. Faut savoir mais la carte vitale, ok. Ah bon, alors. Les RTT, les tickets resto, quoi. Non, mais en vrai, blague à part, on peut leur dire, vous pouvez rester aux US, mais on peut vous scier les jambes. Alors que nous, bon, c'est pas l'Eldorado, mais au moins, chez nous, si on arrive à offrir une stabilité, ça peut être déjà un argument de poids pour toutes ces démarches-là, pour toutes ces thématiques-là. La maison et la tech font-elles bon ménage? C'est la question qu'on s'est posée. C'est vrai qu'elles nous entourent de plus en plus, et y compris chez soi, ça se développe de plus en plus avec beaucoup d'objets connectés et connectables qui nous entourent. Et voilà, on s'est posé la question de est-ce que déjà c'est bien? Est-ce que ça vaut le coup? Quels produits on peut vous recommander? Quels sont nos conseils? Qu'est-ce qu'on utilise? Est-ce que déjà là vous êtes chaud sur la domotique chez vous? On parle de domotique, mais c'est vraiment de la maison connectée de manière générale. J'aime pas trop le terme de domotique. Je trouve que ça restreint vachement le champ des possibles, sachant que on va pas parler que de genre de prise connectée. On va parler de lumière, on va parler de télé, on va parler d'enceinte. Vous avez ça chez vous un peu? Un petit peu, ouais. Mais je pense que la partie domotique, le nom de la domotique, qu'est-ce que ça renvoie? C'est déjà le premier problème sur ce dont on parlait, tu sais, de l'adhésion, etc. Parce que quand on pense à domotique, on pense à globalement une prise connectée ou le côté geekos, comme tu disais, ou juste une lumière qui change de couleur, alors qu'en fait la domotique ça va tellement plus loin que ça. En fait, c'est juste l'automatisation de fonction de ta maison sur la base de ton écosystème et de tes routines. Et d'objets qui t'entourent finalement. C'est ça. Mathieu, t'en as chez toi? Ouais, j'en ai, mais c'est vrai que je fais le constat un petit peu amer que ça a été un gros flop par rapport aux prédictions. Tu sais, souvent il y a des études Counterpoint et tout ça, machin, qui te font des prédictions sur l'explosion de tel ou tel marché. Et en fait, je trouve que dans les faits, on n'y est pas du tout. C'est-à-dire que, je vais souvent aller chez des gens qui ont une ampoule connectée, un truc comme ça, mais on est très, très loin de la promesse d'avoir une maison qui se pilote un petit peu comme Iron Man, par exemple, Jarvis, ou même des maisons un peu comme, par exemple, chez toi, on peut en parler, hein, c'est assez fluide.
on passe d'une pièce à une autre. Tu nous dis touchez jamais aux interrupteurs, tu vois. Sauf dans les toilettes, faut toucher dans les toilettes. Voilà. C'est les 3 règles quand tu viens chez moi. C'est fais comme chez toi, mais n'oublie pas que c'est chez moi. Tu touches à aucun interrupteur sauf dans les toilettes. Voilà. Retire les Sinon, pompes quand tu rentres. Et retire les pompes quand tu rentres. Ouais, Exactement. Voilà, c'est tout. Donc, je te cache pas que en vrai, c'est quand même un marché sur lequel il y avait beaucoup d'espoir et sur lequel on imaginait un business florissant pour tous ceux qui allaient s'y mettre. Et en fait, on se rend compte que C'est vrai qu'il y a eu un gros boom de la domotique, de la hype, de dire waouh, premières putain, on va ampoules avoir plein de connectées. trucs. Les Ouais, premières ça a commencé en ampoules, vrai par ça, c'est ouais. ça, hein. C'est ça a l'éclairage, été ça. les LED partout, Ça. le truc bing bing bing, bling Après, bling et les tout. stores, tu vois, petit à petit, on a vu les idées se mettre en place. Le problème, c'est qu'on a fait face à un marché qui était très désordonné et voire même qui n'était pas du tout coopératif pour fonctionner ensemble. Pour moi, j'y vois pas mal de problèmes. Le premier, c'est la standardisation, qui d'ailleurs, au moment où on se parle, est toujours un problème, en fait. Ouais, qui tend à se essaye. mêler avec une nouvelle norme Matter. Ouais, de Matter, nouveaux mais, protocoles et tout ça. mais alors aujourd'hui, des acteurs qui commencent à retourner leur veste. On en parlait un petit peu avant de démarrer ce podcast. Mais tu as des gens qui ont développé des solutions propriétaires. Et en gros, comme on l'expliquait, c'est que en vrai, si tu achètes un produit chez eux, leur objectif avec cette connexion propriétaire, c'est que tu achètes l'ensemble de la gamme de tous tes produits domotiques chez eux. Ouais. Alors que pour eux, aller chez Matter, donc qui est ce fameux protocole qui est ouvert chez Google, chez Apple. Ouais, c'est pas une marque, faut bien le Voilà, préciser. C'est dire que bon, un produit de telle marque, par exemple Google, est aussi compatible Matter, donc tu vas pouvoir l'intégrer dans ton écosystème C'est ça. Apple. En gros, c'est une standardisation de tous les acteurs du marché en se disant on va fonctionner sur telle technologie-là ensemble pour que les gens ils aient plus besoin d'installer WhatsApp application là. Wattmill. Wattmill, ouais, c'était ça que je voulais dire. Bien vu. J'ai entendu le Ouais, WhatsApp. ouais, Et j'ai dit, ouais, ah, ouais, WhatsApp font de la domotique. Il y a une idée, hein. Donc, T'envoies un message à ta maison, allume le four, s'il te plaît. Wattmill application, comme c'est encore le cas, moi chez moi, tu vois, certes, à un bout d'un moment, tu arrives à tout mettre à peu près dans Google Home, et encore pas tout. Mais par exemple, avant cela, il faut que je crée mon compte sur telle application de C'est vrai. de telle bandeau LED que j'ai à la maison un peu obscure que j'ai acheté dans un truc où il y a marqué compatible Google Assistant, Google Home. Et en fait, ouais, mais d'abord, il faut que tu crées le truc pour connecter et après aller sur Google Home pour lui dire en fait, j'ai telle marque. Dans toute la liste de marques, là, tu dois dérouler pendant 15 heures. Et après, tu dis voilà, j'ai tel produit. Et il dit ok, est-ce que tu veux associer les comptes? Tu sais pas ce qui se passe même au niveau des datas. Est-ce que du coup, la société qui t'a vendu le bandeau LED, il va accéder à tout ton environnement Google? Ça, c'est un peu obscur. Tu dis ouais, vas-y, moi je veux que ça marche. Donc vas-y, oui, prends toute ma vie, prends tout ce que tu veux. En fait, il y a un truc. Prends mon âme. Il y a Et un tu cheminement perds des de bâtard. fonctionnalités entre les deux. Exactement. Et pareil, quand ça se déconnecte, il faut tout refaire. Donc, C'est pour ça qu'il y a un vrai choix aussi de l'écosystème, de la marque à choisir. Et c'est aussi un peu le bordel qu'on a en ce moment. Ouais. C'est qu'il y a plein de marques différentes pour plein de prix différents. Il y a des fonctionnalités que tu vas avoir d'une marque à une autre. Ouais. Même Parce si que- on va avoir des rapprochements sur certains trucs. Parce mais- que sur certains produits, tu as peut-être envie de mettre un prix. Tu vois, genre un truc qui est important pour toi, tu veux mettre le tarot. Et il y a des trucs, je sais pas, genre bandolette, tu dis, ouais, c'est juste pour mettre sur le fond de ma pièce. Tu vois, moi, c'est pour mon truc YouTube. Alors, je veux juste un peu de lumière bleue pour que ça fasse un peu un effet sympa. Je sais pas, j'ai pas envie de mettre 50 balles dans un bandeau LED, alors je peux l'acheter. 50 balles, et t'es gentil, hein. Philippe, on vous regarde, on vous voit. Ouais, hein. on vous Envoyez voit. des bandeaux LED, On n'hésitez vous pas, voit. s'il vous plaît. Mais... 80 balles le bandeau LED plus l'extension. Alors N'hésitez que pas. t'as le mec qui te dit pour 9 € sur Amazon, t'as tant de mètres et ça fait un peu la Oui, même mais blague, en tu vois. termes de qualité. Non, non, mais ça, je suis d'accord. Mais tu vois, c'est pareil. T'as pas toujours besoin d'avoir le top du top de la qualité en fonction de ce que tu as de Bien tes sûr, besoins ou complètement. de tu vas mettre le truc. Donc, il y a ça. Il y a aussi le second truc, c'est que on avait des assistants et c'est encore un peu le cas. C'est un peu bancal. La promesse, demain, on en revient toujours à la même chose. L'IA devrait peut-être arriver potentiellement à corriger le truc. C'est la promesse. Il faudra voir si ça sera le cas ou pas. Et le troisième sujet aussi également qu'on a par rapport à ça, c'est... je l'ai perdu. Ben, c'est tout ce qui va être cibler les besoins. Voilà, exactement. Savoir qui est lié aux deux exactement ce premiers. Et, non. qui est lié aux deux premiers. Je sais, non, c'est pas ça que je voulais dire. Mais en gros, c'était, tu sais, toutes les rétentions, les frictions qu'il y a dans le paramétrage. Il y a encore beaucoup de choses à faire à la main
On va en rentrer un peu dans le vif du sujet, mais typiquement, tu as ce qu'on appelle les routines. En vrai, si tu veux une maison qui fonctionne de manière fluide et transparente aux petits oignons comme toi, tu en as envie, faut que tu mettes encore un peu les mains dans le cambouis, que tu ailles faire des routines. Disons que c'est surtout beaucoup de temps de préparation en amont pour que ensuite tu C'est ça. aies la tranquillité d'esprit C'est d'être ça. tranquille. Mais ça rejoint un petit peu ce dont on a parlé il y a quelques semaines sur notre workflow, la Oui. manière, nos routines à nous de travail. C'est vrai que c'est un truc où en fait, à partir du moment où tu te mets dedans, tu vois que tu as beaucoup de tâches répétitives, que ce soit dans ta manière de travailler et dans ton quotidien et avec les appareils qui t'entourent. Et en fait, grâce aujourd'hui aux objets connectés, tu vas pouvoir automatiser ces trucs-là et les rendre autonomes via des routines. Mais c'est vrai que, en Mais- fait, il faut mettre le temps, quoi. Autant je te rejoins sur le workflow, parce que c'est notre travail de tous les jours, parce que voilà, c'est ce qui fait qu'on gagne notre vie et on essaie d'optimiser pour rendre la tâche la moins pénible possible. Franchement, mec, nous, on arrive à un stade où avant, on appuyait sur un interrupteur, on ouvre, on éteint. Et là, il faut s'amuser à créer des scénarios. Alors oui, si je quitte telle pièce à telle heure, machin, et fais en sorte que ça éteigne telle lumière. Bah après, en tel réalité, ça dépend des préférences de chacun et aussi la manière dont ils habitent dans leurs espaces. C'est vrai que parfois, je vais pas dire que c'est nécessaire, mais ça facilite l'usage, la manière dont tu t'interagis avec tes produits. Et parfois, en fait, ça sert juste à rien. Et mais c'est prends beaucoup, trop la tête. comment dire, c'est de l'effort à faire une fois. C'est-à-dire qu'une fois que tu l'as en théorie, le workflow, il est adapté à plus ou moins ce que tu en fais. Quand Oui. tu le fais, que tu quittes une pièce et puis que tu n'as pas besoin de penser à éteindre la lumière, bon, il y en a, ils ont le réflexe, mais voilà, pour les enfants, ça peut être intéressant. Bah, sans mouvement pendant 2 minutes, bah, tu éteins la lumière automatiquement. Ou Ouais. tu quittes de chez toi, le Wi-Fi se déconnecte et en se déconnectant le Wi-Fi, tu pars du principe que bah, vu que tu es tout seul chez toi, ça coupe tous tes appareils, tu vois, ce genre de choses. Pour moi, la chose, elle est simple. Nous, on est le contre-exemple. Et encore, moi, tu vois, je suis pas un nerd énervé sur la domotique. Mais je te fais le pari, Quentin, que si tu n'étais pas là et que ta meuf, elle est là, jamais je pense qu'elle fait tout ce que tu as fait, toi. Tout ce que Non, tu as mais- mis en place. Mais parce qu'encore Moi, ma meuf, tu sais quoi, quand je fais des trucs, je mets même des ampoules connectées, mais elle me regarde bizarre, tu vois. Par exemple, moi, je voulais mettre, on va rentrer dans le vif du sujet. Toi, par exemple, je sais que tu es Philips Hue. Moi, je suis le format pas cher, Wish. J'ai opté pour Xiaomi. Parce que tout était divisé par 2 en termes de tarifs chez Xiaomi. Pour une qualité qui n'est pas forcément la même, moi, je le vois. C'est vrai que Philips, c'est le cran au-dessus. Après, moi, j'ai les premières générations de Xiaomi. Je n'ai pas vu les dernières. Peut-être potentiellement, ils se sont au moins mis à niveau là-dessus. Mais c'est vrai qu'on voit que sur les couleurs et tout ça, c'est moins attrayant sur les premières générations que j'ai d'ampoules Xiaomi. Mais moi, j'étais jusqu'à mettre une ampoule connectée dans les chiottes. Et ma meuf, elle avait envie de dire, tu forces pas un peu là quand même, tu vois. Vraiment, les chiottes, tu vois, c'est pas l'endroit où... Bah, les Et gens me c'est- disent la même chose, mais pour l'enceinte dans les toilettes. Ouais, Mais l'enceinte encore, je peux Génie. comprendre. Je Génie. peux comprendre. T'es là, t'as envie de plier ton classique et qu'on t'entende pas, t'as la musique à fond. hop, Exactement. on n'entend pas les proutes. ouais, et en plus, Voilà. ça te... Est-ce que t'as entendu les proutes? Non, Voilà c'est pourquoi. magnifique. Parce que Non. t'as du David Bowie derrière. Et en Je suis plus, désolé. t'es bien, t'es détente, t'as ton petit flow. Mais encore une fois, je pense que comment dire, il y a une transition entre la partie je suis un geekos et je mets les tout pour déconner jusqu'au moment où tu te dis ah ouais, en fait quand c'est automatique c'est cool. Alors, Ça peut servir. il y a Alors, des cas d'usage qui sont ça, mais je utiles. veux bien que répondre à un autre truc aussi. Moi, c'était pas forcément d'être juste un geekos et d'être un jusqu'au boutiste. C'est que t'as un peu cette friction ou cette frustration bizarre de dire attends, je mets des ampoules connectées, genre dans la chambre, dans le machin et tout, et je vais encore avoir des ampoules classiques, genre dans les shots. C'est genre non, soit tu mets tout, soit tu mets rien. Tu vois, moi j'ai ce rapport-là où Alors, en disant je putain, il suis- me manque un truc, tu Je vois. suis assez d'accord avec toi. Moi, pour être honnête, j'ai tout tourné en lumière connectée. Il n'y a pas une seule ampoule, si ce n'est du coup dans les toilettes. Et c'est pour ça que je dis aux gens d'appuyer sur l'interrupteur, parce que juste l'ancien proprio a mis des sortes de LED dégueulasses et globalement, je peux pas les changer parce qu'il faut aller dans le faux plafond, le péter. J'ai pas envie. Bref, t'appuies sur un interrupteur, tu me casses pas les couilles. Dans tout le reste, c'est automatisé. Et en fait, pourquoi j'ai fait ça? Parce que bon, finalement, dans les toilettes, t'y vas bon, de temps en souvent, temps, ouais. machin, mais bon, c'est pas ton quotidien. Et rentrer dans cette petite Mais pièce, t'as ça pas pose cette de problème. petite musique qui dit putain, j'ai fait tout. Et il reste juste cette pièce-là. Il n'y a pas cette frustration de dire putain, fait chier quand même de En pas... vrai, je pourrais, mais bon, ça veut dire une ampoule, un capteur. Bon, c'est pas. En vrai, c'est pas nécessaire. Moi, Ça tu sais serait un caprice ce qu'elle pour a moi. fait, tu ma vois. meuf, en vrai, elle a fait le meilleur truc du monde. C'est qu'elle a mis un. Pareil, parce que nous, on est full Xiaomi. Du coup, comme ça, on rentre dans les produits en même temps. Et on va vous expliquer qu'il y a quand même de bonnes choses. C'est-à-dire que, oui, la domotique aujourd'hui, la promesse du marché, elle a été surcotée ou en tout cas, elle n'a pas été suffisamment bien exécutée pour qu'aujourd'hui, ça soit la réalité que eux même avaient prédit. Mais tu sais ce qu'elle a fait, ma meuf? Elle a mis une veilleuse Xiaomi avec un détecteur de présence. Tu descends à 2h du matin, t'arrives, le truc qui s'allume, petite veilleuse
voilà. T'as fin du misé. game. Bah, Voilà. génie. Mais ouais, mais Fin c'est du voilà. game. Et encore une fois, c'est un cas de Alors tu que te dis, moi, bah, j'ai mis l'ampoule, tu vois. mais comment dire, c'est un truc encore différent, c'est tu te dis, putain, l'ampoule, bon, vas-y, la Si tu veux journée. mettre une couleur, tu sais, C'est genre ça. un rose, Mais- un rose bonbon. Mais là, tu parles dans le côté gadget, c'est-à-dire que tu le fais pour te faire plaisir, alors que te dire, je me lève la nuit et dans le noir, j'ai pas à chercher l'interrupteur, à allumer, à mettre une flashbang à tout le monde parce que t'es obligé de laisser du coup Grave. la porte de la chambre ouverte. Hop, t'ouvres, t'as la petite lumière tamisée. Moi, j'ai un même cas d'usage. J'ai 2-3 trucs connectés. J'ai ma chaudière, tu sais, pour régler le thermostat et pour pouvoir le couper Ouais. à distance et tout ça. Bon. J'ai l'aspirobot, j'ai des lumières comme ça, mais pareil, pas en mode veilleuse, mais en mode lumière d'ambiance, ce genre de truc. J'ai des chiens. Ceux qui ont des chiens, qui ont des poils, chiens des chiens, Des chiens. avec des poils qui Des t'en poils, foutent, ouais. c'est une folie. L'aspirateur L'aspirateur, robot, c'est ouais. tous les jours. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? Je sais qu'à telle heure, je suis en télétravail, je suis en haut. Si l'aspi tourne, ça ne me dérange pas. Aspirateur tous les jours. Ce que je trouve intéressant aujourd'hui avec la maison connectée, c'est qu'elle peut être vraiment invisible. Dans le Oui. sens où les produits qui sortent aujourd'hui sont quand même un peu plus, Ouais. un peu plus haut de gamme, même pour des prix qui restent Ouais, accessibles. abordable. hein. Ça s'est vachement démocratisé et c'est vrai que, bon, on parlait de lumière, c'est intéressant d'en parler. C'est le cas évident, encore une fois. C'est ça, bon, on parlait de Philips Hue qui est un peu le haut de gamme. Ils sont placés un peu en haut de gamme aujourd'hui. Bien sûr. Tu vas avoir du Xiaomi, t'en parlais Mathieu. Ouais. Il me semble que toi, Rewan, t'as du Ikea aussi chez toi. J'ai un petit peu de Ikea, ouais. Dans les Donc, luminaires et Il dans. y a même Lidl. Lidl, le grand, Et apparemment, c'est Action. pas dégueu ce que propose Lidl. Il y a Aquara. Bon, en réalité, pour la domotique comme ça, je vous conseille quand même de mettre un petit peu de budget parce que ne serait-ce que bon pour question de vie privée, t'en Ouais. parlais un petit peu. Bon, c'est essentiel. Il y a aussi le côté pérennité du système. Il faut un peu mettre d'argent, c'est comme dans tout. Hein. Si tu veux avoir. Enfin, t'achètes pas une voiture à 1000 euros en te disant qu'elle va tenir 10 millions de kilomètres et qu'elle va faire un 0 à 100 en 3 secondes 6. Bon, ça n'existe pas. Il faut bien me placer son argent, c'est aussi important. Choisir des marques, moi je sais qu'aujourd'hui, je recommande vachement Aquara en termes de rapport qualité-prix parce qu'ils font beaucoup de choses. Et on parlait d'écosystème, c'est un écosystème de produits qui est hyper important. Donc ils sont tous reliés à une application qui est cool, mais surtout, ils sont compatibles avec HomeKit, Google Assistant, Alexa aussi. Mais du coup, tu vois, parce c'est que- pour moi, c'est le frein, encore une fois, à ce marché. C'est-à-dire que nous, en plus, on est des gens qui sommes informés. Mais pour les lambda, tu vois, moi, je vois plein de gens qui achètent des produits qui sont pas du tout intercompatibles ensemble. Et il y en a, ils vont d'abord fixer l'idée de vouloir payer un produit le moins cher possible. Complètement. Et ne pas. Et je pense que ça, c'est un manque d'éducation dans la domotique. Si on doit donner le premier truc, c'est penser d'abord écosystème. Voilà. Et après, comme tu le dis, par exemple, même si vous allez chez Philips, qui est très cher, vous n'êtes pas obligé d'acheter toutes vos lampes tout de suite. Vous attendez des promos. Ils font quand petit même à de petit. moins en moins de promos, Ouais, c'est chiant. ouais, ouais. Ah, mais vraiment. C'est placé. Ah, mais je tire à balles réelles, je m'en bats les couilles, j'ai tout acheté. Mais c'est vrai que c'est important. Moi, quand j'achète un produit, je vais chercher le produit qui fonctionne avec Apple HomeKit. Mais on est des gens qui sommes renseignés. Et là où je rejoins Mathieu, c'est vrai que même nous qui sommes dans la techno du truc, demain, Philips fait pas le produit que tu as besoin. Je dis n'importe quoi, tu as besoin d'un four connecté. Ça existe. Philips le fait pas. Et pour aller à faire la démarche de se dire j'ai besoin de tel produit pour telle fonctionnalité Ouais. qui fonctionne avec tel écosystème et qui s'intègre bien dans telle routine, déjà, juste la navigation dans ces trucs-là, c'est l'enfer. Et Complètement. toi, par exemple, on parlait beaucoup des lumières, c'est le cas évident, mais tu as aussi, par exemple, tes volets qui sont connectés. Ouais. L'installation des volets chez toi, ça nécessite quand même un petit peu de modification au niveau, je dis n'importe quoi, électrique. Si tu as des volets qui sont manuels de base, comme ça peut être le cas pour les maisons plus anciennes que tu veux réhabiliter, ou même en vrai, je pense, 80% des foyers, il faut faire tirer le câble. Alors c'est intéressant avoir le ce truc. que tu dis. Par exemple, t'en parlais, l'exemple des volets, il y a deux choses, il y a les volets et les stores. Moi, Oui. je suis passé par Somfy, qui est une marque qui est très Qui vieille. fait tout dans sur les ces portes de trucs-là. garage et tout Et ça. bien aujourd'hui, sûr. ouais, qui Parce travaille que- dans un écosystème complet avec plein de produits. Et en fait, il y a deux choses. Il y a les stores donc, qui ont été ajoutés. C'est des rouleaux, finalement, qui, eux, sont motorisés. Donc, effectivement, on a mis une prise, on a fait tirer un câble, on l'a relié à une prise, globalement. Et il y a aussi les volets roulants. Donc, moi, j'avais déjà des volets roulants installés avec une manivelle, ce que tout le monde a, finalement, chez soi. Et en fait, on l'a modernisé. On a ajouté un kit de modernisation. Et en fait, c'est des moteurs qui sont à l'intérieur qui vont remplacer, en fait, le système de manivelle qu'on a relié à l'extérieur avec des panneaux solaires.
Donc du coup, les trucs sont automatisés. Je peux avec Siri lui dire d'ouvrir ou de fermer, etc. Et c'est autonome puisque c'est avec un panneau solaire. Mais c'est intéressant, tu vois, le cas Somfy dont on parlait, parce que ça revient. C'est exactement, je pense, un des acteurs qui, à l'époque, a sans doute freiné des cas de fer parce qu'il avait développé une solution propriétaire de Et domotique. encore aujourd'hui, t'as une box Voilà. avec la Taoma, Parce comme que- ils l'appellent, où justement à l'intérieur, tu peux créer un écosystème en reliant des Philips Hue, des trucs comme ça à l'intérieur. Moi, par exemple, je sais que si je regarde mon téléphone, mec, je dois avoir 7-8 applications Ouais. pour des trucs. Alors, encore une fois, on peut arriver à tout centraliser sur Google Home, mais déjà pas tout. Moi, par exemple, j'ai une clim, j'ai une appli Daikin, si je veux la déclencher à distance et tout ça, machin. Mais ça, c'est pas sur Google Home. J'ai un bandeau LED, pareil, bah, je suis dû passer par une application tierce. Tu as certaines prises connectées, bah, elles sont pas compatibles Google Home. Et en fait, pour moi, le grand problème de ce truc-là, c'est le fait que ça soit pas transparent pour les consommateurs. T'achètes, on s'en fiche, c'est standardisé et tu passeras par ton appli Home, Google ou... Alors maintenant, il y a une application qui s'appelle Home Assistant, qui justement remplace les Apple HomeKit, Google Home et tout ça, qui fonctionne avec tout ce qui est normes, bon, on en parlait, Matter, mais toutes les autres. Mais- Et en fait, tu peux tout centraliser là-dedans. Mais t'imagines si t'es pas au courant, tu vois, par exemple, moi, je la connaissais pas. ça. Ouais, et bah du coup, ça te permet de tout faire, mais même des caméras de sécurité, même ta Tesla, absolument tout. C'est... Et tu m'offres une super transition parce que ça, c'est un projet que je voulais faire depuis longtemps sur ma maison. Maintenant que je l'ai, c'est un truc où je voulais. En fait, si tu veux, la dépendance à tous ces trucs-là, à Google, à Amazon, à tous ces fournisseurs comment dire, de solutions de domotique, ça m'emmerde profondément. Je vais prendre la casquette, encore une fois, cybersécurité, et je vais faire le truc un peu chiant, mais demain, j'ai pas Internet, je peux pas ouvrir mon portail ou allumer C'est ma ça. lumière. Fait chier. C'est de moins en moins le cas parce que tu parlais tout à l'heure des box qui permettent de, comment dire, de garder encore un niveau de communication avec tes appareils, ça fonctionne, mais si t'es à l'extérieur, voilà, t'es globalement foutu. Cette dépendance-là, elle m'embête profondément. Alors, c'est de moins en moins un problème avec les nouvelles générations de box, etc. Mais c'est un truc, je voulais installer par exemple du Home Assistant, mais des logiciels qui sont on-premise, c'est-à-dire que tu les déploies chez toi sur un petit serveur. Bah là, ils font même un petit boîtier. Et voilà. Home Assistant, ils ont un petit boîtier qui tourne avec un Raspberry Pi, si je dis pas de bêtises. Voilà, et tu as des Et logiciels. tu centralises tout dessus. Exactement. Et ça, c'est un truc que je vais faire chez moi, mais pareil, je sais que si je l'intègre déjà, il y a la démarche d'installer le logiciel, de le déployer, de me dire il faut que je le mette en redondance parce que si j'ai mon boîtier qui foire. Mais ça, c'est un putain de bordel et il faut effectivement Et être je suis encore une nerd fois, là-dedans. je suis dans le truc du geek et de mec qui travaille dans l'informatique tous les jours à se dire que j'ai les compétences et j'ai les connaissances pour le mettre en place. Mais je sais que je vais passer du temps à la fois à le déployer et potentiellement à le maintenir. Et que, encore une fois, pour la recherche de tout ce qui est écosystème d'appareils, je vais encore devoir passer un certain temps et potentiellement sacrifier certains produits, certaines marques, certaines fonctionnalités pour pouvoir intégrer ça chez moi. Tu parlais des caméras de sécurité, demain je pourrais très bien Exactement. les déployer avec des algorithmes d'IA qui détectent que telle personne qui passe devant chez moi et surtout pour guetter les gens qui ramassent pas leur crotte là. Vous là, je vais mettre une télé ou je vais imprimer les photos des gens qui ramassez les crottes de vos chiens, vous me rendez fou là. C'est comme en Chine avec des panneaux. Je qui te affichent jure, la je vais tête mettre des un score gens, de voisins, le score des À Monaco, des il y a voisins. des panneaux plantés en disant tu fais pas chier Et ton tu sais, chien les grands- sur l'herbe, il peut même pas marcher Et sur tu l'herbe. sais, les grands panneaux, genre, telle personne ne ramasse pas les crottes. tu vois, Exactement, genre, dans les le cinémas, mur de la quand tu honte, rentres là, le comme en mur de Chine. la honte. Bref, voilà, non, ça en plus, tu as des contraintes, j'ai pas le droit de le faire. Mais voilà, ça me démange vraiment de le faire. Tout ce que je veux dire, c'est que j'ai tout un tas d'idées de workflow comme ça à mettre en place, mais je veux pas garder cette dépendance, c'est-à-dire, demain, Google arrête d'exister. Bah, ma Non, domotique, mais ça même, va je vais continuer à te fonctionner. dire, il y a Et je veux pas que ça sorte sur Internet, excuse-moi, juste pour C'est terminer ça. sur mes propos, je veux ça. pas avoir cette dépendance-là à C'est dire, ça. j'ai besoin, pour allumer ma lumière, de faire un aller-retour chez Google. La Voilà. flemme. Et- Je veux garder ce contrôle-là chez Et il moi. y a ce truc-là, le point des caméras connectées, c'est un point critique un peu, parce que le nombre de personnes qui achètent des caméras genre Amazon qui viennent de marques un Ouais. peu chinoises, Complètement. il y a plein de gens qui se disent, moi j'ai un NAS à la maison, je veux pouvoir piloter la caméra et enregistrer les trucs en local. circuit fermé, Ouais. et je veux pas. Voilà. Tu l'as jamais fait ça, le truc? Moi, je fais des grimaces devant la caméra. Des fois, je passe, tu dis, tiens, ça, c'est pour l'agent du FBI, là, ou du Mossad, ou je sais pas quoi, qui me regarde, là. Moi, je Là- fais- là, je fais on- tourner la fou, serviette, moi. Bon, on était un petit peu sur le niveau 3. Moi, c'est ce que j'appelle le niveau C'est- 3, c'est que vraiment, tu essaies de tout internaliser, t'es un petit peu geeko si tu veux Avec aller plus loin et Des tout ça. protocoles qu'on n'en parle pas, et si on n'en parle pas, on va se faire flinguer dans les commentaires avec des protocoles genre Z-Wave et Zigbee. Zigbee, Ouais. Z-Wave, Bah, tout ça, justement, Matter, avec- ouais. bah, Ça va pas Matter lâcher et les tout termes là, et les gens ils vont nous dire hey, les
c'est geekos là. Je Mais justement, ça, c'est, à mon sens, c'est le niveau 3. C'est quand tu t'y connais un petit peu, tu veux mettre la main à la pâte et tout ça. J'aimerais qu'on redescende un petit peu au niveau 1. Du ménage moyen, finalement, qui veut domotiser sa maison c'est ça. Pour rendre ses tâches plus faciles et qui a pas envie de se faire chier. Exactement. Qui est 90%, même 99% des gens en vrai. Exactement, c'est ça. Pour moi, c'est au moins 95% des personnes qui veulent pas se prendre la tête, ils veulent se dire bon bah voilà, j'ai une lumière Ikea, elle est pas connectée, je veux mettre une prise connectée parce que ça me fait chier, je veux qu'elle soit autonome. Pour moi, c'est le niveau 1 et je veux qu'on revienne là-dessus en conseillant des produits un petit peu sympas qui peuvent faire la différence. J'avais en tête, bon par exemple, pour revenir à la base, il y a les prises à interrupteurs. Prises connectées. Moi, j'utilise du Philips Hue par exemple. On parlait d'écosystème, moi je l'ai intégré aussi là-dedans. Aquara en fait. Ikea, moi j'en ai une Ikea pour mon filtre à air chez moi, ça fonctionne super bien. Et ce qui est intéressant, c'est l'intégrer. Donc, on peut acheter des ampoules connectées, on peut acheter des lampes qui, elles, sont connectées. Tu parlais de store et tout ça, avant, ou de volets, avant de penser à dire, bon, je remplace tout par des stores Somfy ou des machins. Regardez, il y a des solutions qui permettent de, si vous avez déjà les stores qui sont motorisés, on va le dire surtout, vous avez ce qu'on appelle des sun-off, des switches. Des switches. Et en fait, tu as juste à l'intégrer dans le système. Ça marche, ça s'intègre bien, c'est tout petit et tout ça. Et vous allez pouvoir rendre intelligent plein de trucs. Là, je parlais des stores. Mais moi, par exemple, j'ai une alarme un peu, tu sais, à la maison, qui est un peu une alarme à l'ancienne, parce que c'était un pote à mon daron qui travaillait dans les alarmes. Et il avait des alarmes un peu banger, tu vois, des gros trucs, mais pas du tout connectés. Et ben, tu lui mets un on-off. Et après, bah, du coup, tu as juste à déclencher, même vocalement, déclenche l'alarme, ou enfin active l'alarme, pardon, et par une commande vocale, et en fait le switch il va juste faire basculer. Donc il y a plein de trucs en fait déjà aussi sur lesquels réfléchir à disant est-ce que je dois acheter un nouvel équipement ou juste upgrader mon équipement. Exactement. Lui rajouter en fait une petite fonction. Le petit capteur on-off, c'est très facile à mettre en place, même si vous n'êtes pas des bricolos. En général, c'est assez ludique et c'est pas trop mal fait. C'est des boîtiers qui sont déjà tout faits. Tu as juste à connecter des câbles, ça peut être assez simple. Voilà, il y a plein de trucs comme ça à faire avant. Et pareil pour tes Philips Hue, toi je sais que tu as gardé ton architecture électrique de base en gardant les vraies prises qui sont du coup reliées matériellement pour fournir l'électricité à l'ampoule, et que tu as rajouté la petite télécommande Hue que tu peux intégrer au mur, c'est très joli. Mais le cas que tu as déjà rencontré et qui m'embête profondément, c'est le mec qui connaît pas, il arrive, il touche l'interrupteur et ça coupe l'ampoule. Ça et souvent. Voilà, et quand tu le remets, ça redémarre l'ampoule dans son mode un peu par défaut et tout ça, et tu es obligé de refaire la petite config. Alors c'est rien, mais tu appuies sur l'interrupteur pour la remettre à la bonne couleur. Tu as des kits qui permettent justement de remplacer cet interrupteur-là matériel en gardant l'aspect on-off physique, mais en même temps de garder la possibilité de la contrôler par ton téléphone. Tout à fait. Donc c'est-à-dire, c'est pas si tu coupes le courant, t'as plus rien qui fonctionne. Ça coupe faussement le courant, ça coupe pas le courant en fait. Ça le chante en fait. Ça l'éteint, c'est ça. Ça envoie une commande. Comment dire, c'est du numérique, c'est plus du pur électronique. Et effectivement, ce que j'avais fait, je vous en parlais tout à l'heure, Philips Hue l'intègre ce boîtier que tu peux faire. Bon, c'est aujourd'hui dans les normes françaises, le boîtier derrière la prise, bon, sans rentrer dans les détails techniques, est pas suffisamment profond, donc parfois c'est chiant. Et puis surtout, ça peut grésiller par moment en fonction de l'installation qui a été faite. Donc bon, ça fonctionne pas partout. Je sais que je l'ai fait dans une des pièces, je l'ai pas fait partout. Donc t'as un peu la télécommande disgracieuse qui est pas forcément qui est pas une fois cool. que tu le sais, c'est juste voilà, quand t'es un peu tatillon sur le fait d'avoir un minimum de trucs, t'es en mode bon bah écoute. Bon, et c'est pour ça que dans certaines pièces j'évite la télécommande, je mets des petits boutons parce que c'est plus discret et puis ça fait moins chier. Donc ça c'est pour un peu les rudiments, les petits trucs de base où en fait si t'as pas forcément les moyens ou si on a tous des lampes chez soi, si tu veux pas passer plus loin et avoir un truc connecté dédié, tu peux l'optimiser. Voilà, il y a des choix intelligents à faire. Tu vois, on en parlait aussi, c'est des fois la pertinence de devoir connecter ou pas quelque chose. Je redonne un exemple qu'on parlait juste avant de démarrer ce podcast pour s'échauffer. Typiquement, tu as des enfants, des fois, il n'y a rien de plus énervant que de voir ton gosse quitter une pièce et de laisser une pièce allumée. Et en fait, tu es là en train de lui dire va éteindre. Alors que des fois, le fait de connecter une pièce, ça permet de soit l'éteindre à distance, soit de faire une gestion intelligente, comme tu le dis, avec des capteurs de mouvement et tout ça, et de dire, s'il n'y a pas de mouvement pendant X minutes, X temps, éteins la lumière. C'est la transition ça permet aussi de gagner aussi un peu d'argent, parce que c'est pas juste un caprice de geekos. C'est ça aussi que je veux dire par rapport à cette domotique, c'est qu'on peut aussi avoir ce côté c'est useless, c'est vraiment pour faire genre les mecs ils habitent dans le turfu et tout. Non, il y a vraiment des cas d'usage très intéressants, et aussi il y a les cas aussi de
tout ce qui est gestion, tu en parlais, de thermostat, tu vois, de chauffage intelligent, ça permet d'optimiser et de réduire les coûts aussi significativement. C'est ça. Et ça me fait penser du coup à tout ce qui est routine. L'idéal justement de ces produits-là, c'est qu'en plus d'ajouter un côté un peu esthétique par moment ou juste un côté pratique, tu vas pouvoir l'intégrer et l'associer dans des routines où quand tu passes devant un capteur de mouvement, la lumière va s'allumer dans une pièce, mais si pendant X temps t'en parlais Rewan, elle va s'éteindre. Bon, un truc tout bête, mais moi quand j'ouvre la porte de mon dressing, la lumière s'allume, quand je la ferme, au bout de 5 minutes, ça s'éteint parce qu'il n'y a pas de mouvement. C'est le même cas que tu sors pour aller aux toilettes dans le noir, et t'as pas cherché l'interrupteur, ça s'allume à une certaine heure à une certaine intensité. Voilà, exactement. Et c'est aussi l'excellente solution, on en parlait, à des mecs comme moi qui flemment de programmer des routines comme toi. Je sais que tu vois, toi t'aimes bien ça. Moi c'est un truc pour l'instant, j'ai trop la flemme. Et du coup le côté capteur de mouvement peut aussi t'empêcher d'avoir à créer des routines. Oui, mais alors justement ça permet aussi de s'en servir. Et puis après donc un capteur de mouvement associé à une ampoule, ça crée une routine en elle-même. Mais après au-delà de ça, tu vas aussi pouvoir, en fonction de ton quotidien, de comment tu habites dans ta maison, comment tu vis dans ta maison, tu vas pouvoir créer des scénarios intéressants. Et c'est là où je trouve vachement intéressant les produits connectés, c'est que par exemple, quand je coupe mon réveil, je vais avoir la musique qui s'allume, je vais avoir les stores qui vont s'ouvrir, je vais avoir la lumière qui s'allume également. Ça me permet de me mettre dans une ambiance... qui démarre aussi pour certains. Ouais, parfois tu peux l'ajouter. Alors moi j'avais même ajouté un truc, c'était un tout petit robot de Switchbot que tu clipses, alors tu peux le mettre sur des interrupteurs si tu as envie, mais moi je l'avais mis sur mon truc de thé, et donc du coup ça basculait un petit bras, ça appuyait physiquement. Retour vers le futur. C'est ça fait un peu ça. Mais bon, ça fonctionne pas très très bien. En tout cas avec ma théière ça fonctionne pas super bien, mais avec un truc de café ça c'est top. Donc ça c'est par exemple une routine de base, parce que je sais qu'il y en a qui savent faire des routines pour se lever ou pour quitter la maison ou pour rentrer dans la maison, où ça allume tout et ça éteint tout. Mais juste un petit mot par rapport à ça, si vous avez des équipements notamment sur Google, etc., si vous avez déjà quelques appareils qui sont, ne serait-ce que des lumières, ce genre de choses, c'est déjà faisable en fait. Il faut juste dire dans ta routine, quand je quitte la maison, et soit ça sert des infos GPS, soit ça sert de la déconnexion du Wi-Fi ou un truc comme ça, mais c'est très facile à mettre en place. Complètement. Le seul truc, c'est qu'il faut parfois aller un petit peu dans les réglages, et c'est un des points sur lesquels on a peu de friction pour les gens qui n'ont pas forcément envie d'y mettre du temps. Mais encore une fois, c'est beaucoup d'efforts à mettre au départ, mais c'est beaucoup de temps de gagner aussi dans la vie de tous les jours. T'en parlais avec tes routines du matin, moi avec la routine de l'aspirateur, etc. Quand tu as des choses comme ça qui sont régulières, quand tu sais que en sortant, il faut éteindre la lumière, tu sors, tu n'as même pas à y penser. Ça se coupe. C'est là où je voulais en venir, c'est que par exemple, quand je vais bosser, bon, c'est un truc propre à moi, mais quand je vais bosser, je vais activer la scène de tournage. Donc les rideaux vont se fermer, les lumières vont s'allumer, et même mes éclairages de studio, je les ai reliés à une prise connectée, et donc du coup, elles vont se lancer avec la bonne intensité puisqu'elle avait déjà été configurée. Donc je suis directement dans l'ambiance de tournage, j'ai plus qu'à m'asseoir, tout est déjà configuré. Mais c'est pour ça que pour moi, la promesse de tout ça, pour éviter d'avoir à vraiment avoir cette friction, c'est les fameuses enceintes connectées qui doivent revenir en force avec ce côté IA. Et l'IA qui va... Mais même au-delà de ça, enfin aujourd'hui, même avec des enceintes débiles comme Siri qui me casse les couilles, je lui demande de fermer le store, il me ferme les volets et tout ça. Vas-y, en fait, je commence à en avoir marre. Donc c'est juste une petite optimisation. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ça demande juste un tout petit peu de contrôle même visuel, de se dire ok cette tâche là je la fais perpétuellement, donc en fait je vais juste l'automatiser. C'est de l'automatisation bête et simple, et aujourd'hui tu peux le faire avec mais tu serais pas plus content si je te dis qu'il y a un monde qui existe où par exemple il y a une IA qui va devoir répéter 3 ou 4 fois le même truc et qui va te dire et via ton enceinte connectée, puisque moi aujourd'hui c'est vraiment aussi pour en parler un peu des produits qu'on a à la maison. Moi l'enceinte connectée aujourd'hui c'est autant pour nous, ça a été un changement un peu de paradigme avec cette enceinte à qui on parlait. Et pour l'instant, on a du mal, nous, à apprivoiser plus que ça. Autant moi, je vois mes gamins, c'est un objet vraiment qui fait partie intégrante de la maison, sur laquelle ils utilisent vraiment pour déclencher la musique, pour parler avec pareil, c'est mon quotidien. Et des trucs de ouf. Ouais, mais je pense que nous, on a la génération où c'est... on a connu l'avant et l'après. On a vécu Alors pour eux, ça va être...
Limite, une Ouais, maison ils qui en vont- a pas, ça ils va leur vont- faire, oui, bien ça va sûr. leur faire un peu bizarre. Bah, quand tu vas à l'hôtel et qu'il n'y a pas Siri, moi je suis perdu. Genre, Et- quand je me mets dans mon lit et je lui demande d'éteindre toutes les lumières. Ah, c'est vrai? Attendez je- là? Ah, je Ah te ouais jure, ça fait trop bizarre. Je sais, Ah, je suis non. là dans un Airbnb ou dans un hôtel et je suis là en mode, oh putain, faut que je me lève pour éteindre la lumière, sérieusement. Moi, je faisais la blague en 2025, on aura des voitures volantes. Non, par contre, je peux éteindre la lumière sur ma montre. Vu que j'ai la montre Ouais. connectée, j'ai l'application Ouais. Google dessus où je Bien peux sûr. lui dire Mais éteins la du coup, lumière. tu kifferais pas un monde qui te voit, qui apprend de ce que tu fais et qui va te dire à un moment, tiens Quentin, tu sais là, genre ton assistant qui s'allume tout seul et qui dit, tiens Quentin, j'ai vu que cette semaine, tu as fait 4-5 fois activer la séquence tournage à telle heure et tout. Est-ce que tu Mais veux en ça, fait mais bien sûr. Mais que ça, je te- ça c'est un truc kiffant, mais c'est sûr que ça arrivera. Maintenant, aujourd'hui, je pense qu'on a tous la clairvoyance d'esprit de se dire, bon, bah, ça, cette tâche, je la fais tous les jours. À 14h, je me prépare un thé. Bon, bah, cette tâche, je peux l'automatiser. Comme moi, je vais le faire pour activer la scène tournage, comme quand je vais aller au lit, je vais activer ma lampe à 50%, bah, Ouais, j'ai mais- créé une scène lecture, comme ça, toutes les lumières s'allument Mais avec c'est- juste c'est ça. là où il y a Quand la je regarde un différence. film, je lance la scène bunker avec C'est la les volets qui se ferment, les lumières qui s'allument et Non, tout mais ça. c'est la différence entre. Moi, je vois, par exemple, je suis tout l'inverse. J'arriverai pas à me dire. Enfin, c'est pas que j'arriverai pas à me dire, c'est que je vais faire les trucs machinalement, mais à aucun moment, je vais me dire, ok, vas-y, tu sais quoi, ouvre ton appli là, fais ton automatisation. Mais tu Ouais, vois, mais- ça, je trouve ça hyper rigolo parce que pour moi, quand tu achètes des trucs domotiques, c'est le principe. Quand Grave. tu as passé, juste acheté la première lumière connectée, après le premier truc qui te permet de faire un minimum de séquencement et d'ordonnancement sur le fait que tu aies l'habitude de faire la même chose ou la même séquence de tâches, tu parlais avec notamment la scène bunker où tu fermes les volets, tu allumes la télé, ce genre de trucs-là. Je me dis, mais directement, j'ai même pas besoin. J'ai pas le réflexe de me dire, je vais faire l'effort d'aller le chercher. Je dis, mais ça, je le fais tout le temps. Hop, je le configure. Il y en a Ouais, pour globalement ou 5 t'as minutes le- de clic. Ou tu as la version flemme de mec juste qui va confier ça vocalement à son assistant. C'est-à-dire que lui, ce qu'il va automatiser et ce qu'il va dire, Siri active. Pardon, j'espère que je ne vais pas déclencher. Active par exemple scène tournage. Et ben moi, je vais plutôt faire assistant, ferme ça, ouvre ça, allume ça, tu vois. Ouais, mais Mais du c'est- coup, tu as perdu un peu Je suis du côté d'accord, fonctionnel. dans Mais le- pour moi, c'est encore très compliqué de me dire, vas-y, je vais ouvrir. Tu vois, là, je suis là, il faut que je perde 5 minutes. Dire, je vais Non, mais ouvrir. c'est sûr qu'aujourd'hui, il faut avoir ce réflexe-là d'y aller. Maintenant, et je te rejoins, Rewan, c'est que quand tu achètes ce genre de produit, tu as envie de l'intégrer dans ton automatisation, dans ta routine au quotidien. Et maintenant, si tu n'as pas envie de le faire, bon, tu n'es pas obligé de le faire. Personne ne te le contraint. C'est juste un plus. Et c'est justement pour ces produits-là que ça peut, enfin, pour ces tâches-là, que ça peut vachement soulager en fait ton quotidien d'une manière ou d'une autre. Moi, en Pour fait, des tâches répétitives à la con, tu gagnes quelques secondes dans C'est ta ça. vie, mais c'est ça. quelques Non, non, mais secondes bien sûr. multipliées sur mais ta pour vie. moi, c'est c'est là où je pense que la nature humaine, elle est telle qu'elle, où en fait, ça doit être un maximum transparent et que toi, pour moi, tu es déjà considéré comme un utilisateur avancé parce que tu passes cette étape-là, tu vois. Franchement, je suis pas sûr parce que tu vois, bon, un truc tout bête, mais on parlait de niveau tout à l'heure. Moi, je me considère peut-être au niveau 2 où je vais avoir mon application Apple HomeKit Oui. où je vais contrôler les trucs. Il y a toujours Mais plus je suis nerd pas que le, soi. Il y a je suis toujours pas plus nerd. le nerd qui Non, va avoir qui du va coup faire du Zigbee, le du Home Z-Wave, Assistant, du- exactement. voilà. Mais bon, voilà, je voulais revenir un petit peu à l'essentiel en vous parlant de ces routines parce que c'est important de vous le préciser que un objet connecté peut être associé à une routine et ça permet justement de simplifier un peu son quotidien, un petit peu comme son workflow. C'est des trucs tout bêtes, mais ça permet vraiment de soulager certaines tâches répétitives et surtout ça sert à ça, à mon sens, ça sert vraiment à ça. Ouais. On parlait du coup de la lumière. Moi, je peux vous conseiller du Philips Hue parce que bon, c'est ce qui m'entoure et c'est vrai que c'est des produits, même la première ampoule que j'avais achetée, je m'en souviens très précisément, c'était en 2017 Mhm. et l'ampoule fonctionne encore. Ah oui, bah ouais. Bah, moi, j'ai des C'est- Xiaomi qui datent d'il bien avant. Et C'est je te une dis, dinguerie. Qui est encore en Wi-Fi. Ouais, Ouais. et qui fonctionne. Et j'ai même aussi plein de trucs, c'est des plafonniers. Parce que tu vois, on parle Ouais. de la lampe, mais moi j'ai des plafonniers dans toutes les pièces. J'en ai même certaines petites anecdotes drôles qui sont brandées Philips, parce que c'était un partenariat qu'ils avaient en Chine. Parce que moi j'ai tout fait importer de Chine. Hein. Parce que en fait, Xiaomi, pour que ça marche, au début, tous les capteurs et tout était. Sur le cloud chinois. Ouais, sur le cloud chinois. Moi, il y a le PCC. Toutes tes données elles sont en Chine. Ah toi, bah mon moi ref. il y a le PCC qui sait quand j'allume la lumière des chiottes, quand je voilà. Mais du coup c'est juste c'était pour une question de coût parce que quand j'avais Ok. pris les prix Philips. Ouais, j'ai mais dit, c'est waouh. en vrai, c'est intéressant. Et en fait tu avais des plafonniers connectés que tu payais le même prix que si tu achetais un produit ici sur un plafonnier non connecté. Après, il y a Nanolith. Nanolith, Alors, exactement. extrêmement cher, mais alors ce que j'aime bien avec ces produits, c'est que ça allie déco et, C'est un peu cool design, et, ouais, ouais. et lumière. Après on va se le dire, l'expérience software elle est pas ouf. Ah, pue la merde. Ouais. Alors même, pour aller plus loin,
il y a eu un problème avec celui de mon entrée où en fait il y avait une partie qui était éclairée et une autre partie qui n'était pas éclairée. Et alors je vous dis pas le bordel que c'était parce que pour redémarrer, enfin pour reconnaître quel élément, donc en fait c'est des shapes pour vous l'imager, c'est plein de petits triangles que vous allez emboîter les uns dans les autres pour former la forme que vous avez envie. Il y a plein de formes aujourd'hui, mais c'est des éléments qu'on va connecter, qui vont fonctionner ensemble. Et pour repérer l'élément qui était défaillant, j'ai dû réinitialiser individuellement chaque lumière. Quel enfer! Je crois que dans la forme que j'ai faite, il y en a 60 ou entre 40 et 60. Putain. Non. Et bon, entre 30 et 50, et on va dire. Et surtout, faut les débrancher, faut les rebrancher. Les trucs, c'est collé au mur. Réinitialiser, les rester appuyés, etc. Pour au final me rendre compte, après avoir tout réinitialisé, que c'était pas les ampoules individuellement qui buggaient, parce qu'après j'ai fait les mises à jour, etc. Bon, je vais un peu plus vite. Et au final, c'était la télécommande. Il a fallu que je remplace la petite télécommande qui contrôlait tout, qui était buggée. Bref, donc ça c'est Nanolith, c'est extrêmement cher, mais franchement pas c'est cher, cool. Ça irait à la poubelle. Ouais. Je fais un petit plug quand même pour Govee, parce que Govee, en vrai, quand c'est sorti, c'était en mode un énième truc chinois. En vrai de vrai, aujourd'hui, je trouve que c'est une alternative très ça monte en crédible. qualité. À Philips, ils font des bandes, même LED, je trouve qu'ils sont mieux que Philips. Je sais pas si t'as vu la grande bande avec le gradient de couleur ou en mode. C'est pas des. Comment dire, c'est pas des LED maintenant, ils font un dégradé en fait dans la lumière, exactement comme avec les Philips Hue qui sont les poteaux que moi j'ai de part et d'autre de ma télé, où justement tu vas avoir cette continuité dans la LED qui est vachement intéressante. Mais Govee, c'est un bon placement parce que c'est vrai que c'est une bonne qualité. Et moi, j'ai celui que tu sais, alors t'as le Philips, comment ça s'appelle? Tu sais, celui qui se connecte à ta télé et qui te l'ambiance c'est ça. C'est ça, où t'as la box soit pour mettre le flux HDMI, et moi en fait je voulais pas acheter cette box là. C'est ça, pour faire de l'ambilight. Le problème c'est que des fois je me sers de la télé en direct, donc t'as pas de flux d'HDMI, donc il peut pas capturer, donc l'ambilight fonctionne pas, sauf si t'achètes une télé avec ambilight intégré Philips, et du coup t'es bloqué sur du Philips. Et j'ai mis la Govee avec la petite caméra au dessus, et en vrai la dalle est pas normalement prévue pour ça fonctionne pas trop mal, hein. Franchement c'est pas mal. Ça c'est chouette. Après la caméra, c'est pas relou là. Moi je sais que à chaque fois j'ai vu ces trucs là. Franchement ça disparaît. Côté design, moi ça me dérange. Mais je suis d'accord. Mais bon, après, je suis d'accord. Ils en ont sorti une plus discrète qui est vraiment très très au ras de la télé. Moi il y a encore le petit poteau qui dépasse. Honnêtement. Déjà, ça me gêne pas pour regarder la télé, et même si au départ ça me cassait la tête de le mettre, maintenant je le vois quasiment plus. C'est intéressant pour deux choses, ce que tu es en train de dire et là où on se dirige, c'est qu'aujourd'hui, dans les produits connectés, il y a vraiment un choix de design qui a été pris. On peut parler par exemple de la télé Samsung, The Frame, qui est un produit qui est à mon sens connecté, parce que bon, au-delà d'être une télé qui est connectée de par le système, on s'en fout, c'est une télé qui offre aussi le fait d'être un tableau. En plus d'avoir un côté physiquement très attrayant, c'est vrai que la qualité est bonne, et en plus elle s'immisce vachement dans un intérieur. On a, comment dire, il y a la partie fonction et forme de la télé a été un petit peu mis de côté pour dire ça reste une télé, mais c'est surtout un élément de déco. Complètement. Quand ils les ont vendus avec les petits cadres pour que quand elle est en position éteinte, mais qu'en vérité la position veille avec les tableaux, déjà la dalle elle est faite pour que globalement tu remarques pas que c'est une télé, et en plus on dirait vraiment un cadre. C'est ça, et puis tu peux changer les cadres à côté et tout ça. Donc ça, pour moi, c'est vraiment intéressant si tu veux intégrer un produit connecté de design chez toi. Il y a aussi une très bonne collab entre Ikea et Sonos avec les Symfonisk, qui sont du coup des lampes, qui sont connectées et surtout qui embarquent une enceinte à l'intérieur. Et le son est pas trop dégueu, hein. Si vous allez chez Ikea, vous pouvez les tenter. Le son est très bon, ça s'intègre à Apple AirPlay par exemple. Donc franchement, c'est vraiment très très canon. J'en ai fait une vidéo d'ailleurs sur ma chaîne, tellement c'était chouette. Dans le même délire sur Ikea, tu as les filtres air, et ils te mettent pareil des petits. Alors tu peux les accrocher au mur ou tu peux les laisser au sol, et ils te mettent des petits, des petits imprimés que tu peux mettre sur au-dessus du filtre et les changer. Pareil, ça s'intègre vraiment très bien. Il y a ça. On parlait des Nanolith, et puis on peut faire aussi un petit clin d'œil à Bang & Olufsen qui font vachement de produits de design entre enceintes et objets d'art. On peut parler aussi des deux Vialet par exemple, qui sont des produits connectés en eux-mêmes, mais qui rajoutent ce côté. Là, on monte clairement en gamme, mais c'est vrai que ça existe aussi si vous voulez un design un peu plus sculptural et tout ça, mélanger un petit peu les deux. Donc voilà, ça c'est pour le côté design associé au produit. Et puis pour moi, l'indispensable, c'est cacher tout ça en fait. Là-bas, c'est par exemple, t'accroches une télé au mur, bon, tu dissimules le câble dans le mur, rajoute des goulottes, tu peux faire du cable management. En fait, ne pas voir les câbles en retire aussi cette friction que tu vas avoir entre le côté connecté et le design. Ça me rappelle aussi un truc, pour ceux qui veulent pas forcément rentrer dans les travaux, pardon, je te couperai One, mais c'est parce que je l'ai vu, j'ai été chez LG il y a pas longtemps, et en fait, maintenant, LG fait des télés
avec carrément de la La déportation. déportée Ouais. et ça se fait en sans fil. Je crois qu'il reste juste le câble d'Alim, il me semble. Mais en fait, de l'autre côté, toute la connectique, elle a été Oui. déportée et tu peux la déplacer même dans ta pièce jusqu'à 5 mètres, il me semble. Ça fonctionne plutôt bien. Il faut juste orienter bien le truc. Tu sais, le faisceau, en fait, c'est une espèce de faisceau. C'est une technologie propriétaire, mais tu peux carrément la mettre dans un meuble qui se trouve complètement à l'opposé de la télé. Et ça, c'est aussi pas mal aussi pour faire du câble management efficace. Et le mot que tu as utilisé, Quentin, dissimuler, je suis pas tout à fait d'accord. Pour moi, c'est pas une question de dissimuler, c'est une question d'intégrer. Et je pense que c'est ce que tu as voulu dire en fin de compte, c'est qu'il y a des objets comme ça, tu veux les garder, ça fait partie de ton intérieur et du design et de l'ambiance, de la vibe que tu veux donner à la pièce. Mais l'idée, c'est que tu veux une belle ampoule, tu veux une belle lampe, tu veux une belle télé. Pas de souci, laisse pas tes putains de câbles pendouillés partout par terre parce qu'une fois que tu l'as mis et que, comment dire, plus c'est propre, Bah, ça casse. plus le moindre petit détail Va se de voir, truc le pas défaut, rangé ouais. va se voir, exactement. Mais pour moi, le meilleur de la technologie aujourd'hui, c'est le fait qu'elle soit dissimulée, qu'elle soit invisible. Ouais. Et en fait, le truc cool, et bon, par exemple, dans l'appartement, tu te déplaces de pièce en pièce, les lumières vont s'allumer, c'est transparent pour toi. Oui. L'usage, en fait, devient transparent. Et c'est pour moi, c'est ça pour moi la grande force des produits connectés aujourd'hui. C'est le fait de pouvoir vraiment se balader d'une pièce à une autre en un mot-clé, pouvoir déclencher une action. Et il y a plusieurs produits qui vont s'entremêler, qui vont Ils vont communiquer fonctionner entre eux. ensemble, ouais. Et en fait, pour moi, c'est ça vraiment la grande force de ces produits-là aujourd'hui, que ce soit des ampoules, des prises, que ce soit des stores, que ce soit même des fours, des frigos, enfin bref, Moi, tous je ces dirais- trucs-là fonctionnent à l'unisson aujourd'hui. Moi, je dirais, c'est pas la grande force, mais c'est la magie. Par contre, la grande force, c'est aussi le fait qu'on ne laisse plus un produit allumé pour rien. Aussi. Et surtout qu'on fasse à la fois des économies d'argent, mais aussi des économies d'écologie, en fait. Et on tu va dire. m'offres une petite info par rapport à ça. Moi, je sais que par exemple, j'ai le kit pour la chaudière. Sachez qu'il y a des dispositifs comme ça quand ça vient dans une démarche d'amélioration de votre de votre consommation chez vous. Il y a des dispositifs de l'État qui vous permettent potentiellement de les faire rembourser C'est ou vrai. de prendre une partie en charge. Si vous demain vous mettez un kit Netatmo, quelque chose comme ça sur votre chaudière pour la rendre connectée et potentiellement pouvoir gérer plus en finesse votre consommation, il y a des prises en charge par des aides de l'État que vous pouvez utiliser pour vous faire rembourser après coup. C'est aussi un coût, quelque chose qui pourrait être intéressant pour l'intégrer vous chez vous. Et le point sur lequel je voulais revenir tout à l'heure pour pas perdre l'idée, c'était aussi, des fois, vous avez le choix, Mathieu implicitement en a parlé, de prendre un produit qui, est pas connecté pour le même prix qu'un produit connecté. Il a pris l'exemple avec le plafonnier chinois et le prix du plafonnier chinois qui était le même que le plafonnier pas connecté en France. Des fois, mettre peut-être les 10 ou les 20 euros de plus peut vous affranchir plus tard de vous dire « Ah merde, maintenant que j'ai ça, j'aurais bien aimé faire ça ». Le kit Netatmo, il n'est pas connecté de base, Prévoir, quoi. mais tu peux avoir l'application Anticiper. après coup. Mais juste le fait de pouvoir déporter, d'avoir l'affichage chez soi, c'est quelque chose dont tu n'as pas besoin d'utiliser la fonctionnalité connectée. Par contre, tu peux l'intégrer après coup avec Google Assistant. Mon Aspi Robot, il est pas, il est compatible, mais il a la petite télécommande qui est fournie avec. Tu peux lancer Play si tu veux, automatiquement. Mais il a quand même la fonctionnalité de pouvoir être contrôlé par un assistant domotique chez soi. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de promos sur les différents produits. Faites attention, et Mathieu vous l'a rappelé, c'est que, bon, achetez pas de la merde, achetez pas des chinoiseries et tout ça. Il y a des trucs qui sont intéressants, d'autres qui le sont moins. Je vous invite tout simplement à regarder les avis, voilà. Et après, il y a des marques qu'on peut pas éviter, hein. Philips Hue, Govee, Ouais. aujourd'hui, c'est Xiaomi, c'est les marques fortes dans ce domaine. Et quand tu dis chinoiserie, pour clarifier, c'est-à-dire qu'il y a les marques chinoises qui ont pignon sur rue, qui sont, Oui. comme tu le disais, Ouais. Xiaomi, qui sont bien et tout ça. Quand tu dis chinoiserie, c'est plutôt de dire des marques un peu no-name qui font Complètement, des les trucs, marques no-name voilà, qui c'est sortent ça. des trucs Qui sortent derrière des les trucs, fagots, tu sais pas à d'où ça des prix, vient. pareil, attention au prix, quand c'est trop attrayant, trop attractif, forcément... Il y a une petite aussi baisade. Il y a Il y a la petite aussi couille. la qualité qui ira avec. Voilà. Et pour moi, en fait, ce truc-là, l'objet connecté, c'est vraiment avoir un espace qui te ressemble à toi et vraiment augmenté par la technologie pour aller encore plus loin. C'est un peu comme intégrer la tech chez soi, c'est un peu comme intégrer de l'art finalement. C'est avoir ça, ça peut se fondre, ça se mêle à ton univers C'est harmonieux. et c'est cool, c'est harmonieux, c'est chouette et puis ça a un vrai plus. C'est plus le truc. Le domotique, c'est plus le truc geek qu'on avait avant. La LED au plafond qui t'éclaire la gueule, qui te fait mal aux yeux, c'est plus ça. C'est vraiment un truc beaucoup plus harmonieux. Et ça, c'est chouette. C'est un écosystème à créer, à mettre en place. Bon, vous savez ce que c'est là ?
C'est l'instant recommandation. C'est l'instant recommandation. Le moment où on vous parle de séries, de jeux, de films, de plein de trucs en fait, tout ce qui nous passe par la tête, tout ce qu'on adore et qu'on vous recommande de regarder. T'as commencé à parler, j'ai envie de tousser direct, pardon. C'est fou en fait, tu te rends malade, c'est ça? Ça casse les couilles. Non, il voulait juste te casser les couilles. Bon, moi les gars, je voulais vous parler d'une série. Une série de sport automobile. Désolé Mathieu. Mais franchement, en vrai, ça peut t'intéresser. C'est sur la NASCAR. Je sais pas si ça dit quelque chose. Ouais. On dit pas le NASCAR. Ouais. Dis la NASCAR. Je sais pas. La NASCAR de manière générale. NASCAR, pour moi, c'est un jeu vidéo, c'est pour ça. En tout cas, la série s'appelle NASCAR Full Speed. Ça retrace en fait les playoffs de la NASCAR Cup Series de 2023. C'est des épisodes entre 45 minutes et 50 minutes. C'est un peu... C'est à moi, Dorothée. Pas mal. C'est... C'est un peu comme la série Formula One Drive to Survive ou ce qu'on peut avoir avec le golf. Le Tour de France aussi où les mecs. Ouais, même alors délire. je l'ai pas vu par Drive contre. to Survive, ça a bien fonctionné. Ils t'ont fait ça sur le tennis, ils t'ont fait ça sur la NASCAR. Bah maintenant ça s'appelle c'est Netflix Sport ou un truc comme ça. Ah ouais, c'est vrai, c'est une catégorie, d'accord. C'est une catégorie. La pétanque, moi. Écoute, ça arrivera peut-être un jour. En tout cas sur la NASCAR, moi je trouve. Alors déjà c'est un sport que je trouve fou. Déjà, mon film préféré c'est Jour de tonnerre avec Tom Cruise et Robert Duval. Enfin, voilà, moi, la NASCAR c'est dans mes veines, j'adore. Et pourtant c'est très très peu diffusé en France et c'est bien dommage. Globalement, la série elle met en lumière les pilotes qui font partie de la NASCAR. Et dans les playoffs, globalement, pour vous résumer un petit peu ça. T'as la saison qui se déroule normalement où tu vas avoir des courses tous les dimanches et en fait les playoffs ça réunit les 16 meilleurs pilotes qui sont sélectionnés pour ensuite avoir des 10 courses et en fait les courses tu vas avoir différents rounds et en fait ça va éliminer des pilotes au fur et à mesure. Globalement, c'est un peu le Fortnite c'est ça, c'est ça. playoff. Mais vraie question, selon toi, le NASCAR, c'est plus sous-coté par rapport à la Formule 1, mais c'est question quoi? C'est question de budget? Alors déjà, il y a le côté aussi très nationaliste. La NASCAR, c'est américain. Ils roulent très peu en dehors des États-Unis. Ouais. Ils roulent un petit peu, mais pas tout le temps, alors que la Formule 1, c'est international. Ils n'ont pas développé le truc genre. Non. Il y a des rings en fait, parce que c'est sur des. Alors, ils tournent des fois sur circuit, mais les rings de NASCAR. Les ovales. Ouais, les ovales, ouais, c'est ça. T'en as assez peu, t'en as au Japon. En vrai, t'en as dans certains pays, mais c'est juste que. Mais ils roulent maintenant aussi sur des circuits ça arrive dans les comme la Formule 1. Il y a 2-3 courses comme ça, mais donc. Austin notamment. Si c'est aussi peu connu, c'est parce que c'est un sport très très américain en fait. Ouais, voilà, tout simplement. Et du coup, ça retrace ça. Et pourquoi je voulais vous en parler déjà parce que moi je trouve ça c'est un sport qui est complètement taré. Hein. Les gens ils sont à 400 km/h à 3 cm du mur, c'est fou. En se rentrant dans le cul surtout, en train de se coller et tout, c'est des vrais de la touchette et tout ça. Et si vous voulez un truc un peu la frontière un peu accessible de ce truc là, ça vous montre à la fois le sport et les personnalités qui en font partie. Et je pense tout de suite à un mec qui s'appelle Denny Hamlin qui est un fou de NASCAR, qui est un des plus grands pilotes de la NASCAR avec un très très beau palmarès, qui a pas tout gagné, genre les playoffs il les a pas remportés, mais ce mec là est tellement incroyable qu'il est dans une écurie, mais il a créé lui-même une écurie avec Michael Jordan. Ils ont leur écurie, donc le mec il a sa propre écurie avec 2 pilotes et il court contre eux. C'est un truc que tu vois qu'en NASCAR. Mais surtout, niveau, conflit d'intérêt et tout, en F1, et tu te dis ça, ils vont te dire, mais frérot, tu vas aller te faire foutre. Ah, mais oui, mais c'est tous les jours. Des trucs comme ça. Et moi, je trouve ça fascinant. Et puis, il y a aussi cette disproportionnalité des États-Unis. Enfin, tu vois, le mec, il est chez lui, il est une baraque qui fait genre 800 mètres carrés, 900 mètres carrés. Pour aller sur le circuit ou alors dans son usine, il va au bout de son jardin, il prend l'hélico, il se barre. Enfin, c'est vraiment c'est un autre monde, tu vois. Et puis, c'est avec le surjeu qu'on connaît des Américains. Exactement. Et voilà, ça mêle un petit peu les deux trucs, le côté très américain, la bagnole, le NASCAR et tout ça. Et je trouve ça intéressant aussi dans cet univers de sport auto et tout ça. Ça rajoute un petit truc en plus. Et la série dégrossit vachement les traits comme ils ont pu le faire avec Drive to Survive pour le rendre vachement accessible. Donc voilà, si vous voulez un petit peu vous inspirer de ce truc-là, NASCAR Full Speed, incroyable. Et Netflix. puis c'est sur Netflix. Et puis sinon Jour de tonnerre qui est aussi maintenant sur Netflix, ça régale. Allez, regardez ça. Mon film préféré. Un petit tacle ce matin, j'ai eu des gens dans mon Discord qui m'ont dit Netflix a encore augmenté ses prix. Ah bon? On va peut-être arrêter. Oui,
Ça a encore augmenté. Moi, j'ai pas eu. Eh ben, Mathieu, t'as un petit truc à nous recommander, toi? eh ben écoute, j'étais pas parti pour vous parler de ça à la base, mais franchement, j'ai tellement. Alors, surkiffé. attends. Laisse-nous réfléchir. Allez. Je VR, c'est ça? Mais vous allez voir, ça mélange la VR et aussi la réalité. Je vais vous Le principe, c'est dans le titre. C'est dans le titre, c'est Pendant que vraiment je le présente titre. le truc, je vous laisse regarder. En fait, c'est un jeu qui s'appelle Spatial Ops et pour le coup, je l'ai fait avec mon fils. Ah, mais je Et l'ai c'est déjà vu. Assez Oui. incroyable. En fait, c'est un jeu de tir à la première personne, mais que tu vas littéralement mettre en place dans ton Ok, jardin, c'est dans un stylé. espace. Ça peut être chez toi. Ah, mais c'est chez toi, ça? Ouais, c'est chez moi. Donc ça peut être, tu peux le mettre en place, même ici par exemple, dans un appart. On vous avec mettra la différentes vidéo sur le pièces. compte Bubble. Et du coup, ben, tu peux décider de faire donc toi-même ta propre map en mettant les éléments virtuels superposés sur ton réel, mais utiliser tous les éléments du réel en tant que objet du jeu. Protection et tout. Voilà, fait par partie de exemple, la ton map, canapé, ouais. tu peux te cacher derrière ton canapé, ça va J'avoue, bloquer tes tirs c'est et tout. incroyable. Et en gros, ça utilise la colocation parce que du coup, là, je l'ai fait avec mon fils et on avait chacun nos casques. Et en gros, là, pour le coup, tu vois, typiquement, on en revient au sujet du jour, là, flemme de faire les trucs moi-même. J'ai essayé, mais ça m'a saoulé. Et en fait, il y a il y a un Des maps, un temple, un modèle, template. un template, un modèle en tout cas déjà prédéfini qui te permet de jouer immédiatement. Et en gros, ça qui est fort, c'est que tu peux jouer jusqu'à 8 avec ce type de jeu. C'est-à-dire 8 personnes qui ont 8 casques, on peut le faire. Moi, je connais un fou, là, à qui je fais une bise, Eric, mon pote de Gamergen. Lui, il organise des sessions dans des parkings commerciaux. Il fait venir des gens dans les parkings commerciaux et il met des maps. Putain, Et la il joue. dinguerie. En fait, Mais c'est ça- un peu un Laser League 2.0, C'est ça. Mais tu laser sais- game et tout. T'en as dans certains centres commerciaux des trucs où tu payes et t'as les sacs à dos avec les PC sur le dos et tu sais, Voilà. t'as des trucs genre survivre au mode zombie de Call of, mais en mode où t'es tous en VR et tout. Mais là, c'est vraiment accessible chez toi en fin de compte. Exactement. Et le truc qui est ouf, donc là, tu joues en fait en ce qu'on appelle le free roaming. Ça veut dire que là, pour le coup, vous savez, dans la VR, souvent, je dis aux gens, il faut se déplacer avec le joystick, etc. Là, non, tu cours. Vraiment. C'est sport. C'est toi Tu physique. cours, c'est toi physique et tu te caches derrière et puis tu te shootes. Et c'est pareil, là, tu vois, on était que tous les deux avec mon fils, mais pas de problème. On rajoute des bots. Il y a des bots qui sont là pour faire le show. L'IA est pas extraordinaire, mais on s'en fiche parce qu'on est tellement dans le délire de se friter que même les carences un petit peu du jeu se voient pas trop. Et c'est compatible MetaQuest 2, MetaQuest Pro, MetaQuest 3, 3S, bref. Ça coûte 18 € et vraiment, c'est le meilleur moment que je Grave peux passer cool. avec mon gamin. Et des fois, quand t'es avec tes gamins, tu le vois devant son écran, t'as envie de lui dire arrête avec les écrans, sors, arrête les jeux vidéo. Ou en tout cas, si tu le fais avec moi, tu sors dehors pour faire du jeu vidéo. Et ça, c'est ce que j'aime le plus, c'est quand le jeu vidéo devient un élément de... Comme si tu jouais, je sais pas, à la balle au prisonnier ou au chat ou à peu importe. Et juste le jeu vidéo vient apporter cette surcouche comme ça, virtuelle, qui vient augmenter le gaming, quoi, la gamification. Donc, Spatial Ops, c'est développé par Resolution Games. Ils sont derrière des très gros titres comme Angry Birds en VR. Ils ont fait aussi un jeu de cartes qui s'appelle Demeo, qui est incroyable. C'est un jeu de plateau avec des cartes un petit peu, avec des personnages et tout, qui est incroyable. Bref, voilà, ça coûte 18 €, pas cher. Et ça permet de transformer n'importe quel espace, parce que c'est pas forcément, vous n'êtes pas obligé de le faire forcément à l'extérieur, mais ça peut gérer n'importe quel espace en éléments virtuels pour aller vous friter, voilà, faire de la bagarre, du FPS. La bagarre. C'est très très fun. Trop très fun. stylé. Et Rewan, t'as un petit truc à nous recommander? toi Ouais, alors moi, c'est juste un petit produit, une petite paire d'écouteurs. Vous vous rappelez de Nothing? Nothing, Oui, ça faisait un moment. ça me dit un petit truc. Ça me dit un petit truc, ouais. Exactement. Et en fait, je cherchais une paire d'écouteurs True Wireless pour mettre avec mon Steam Deck parce que je partage les paires d'écouteurs avec les appareils juste parce que ça me fait chier. Alors, deux trucs. Déjà, ça me fait chier de partager la batterie de ces appareils-là entre mes différents appareils et le fait de retaper la connexion à chaque fois avec tous les appareils, ça m'emmerde aussi un petit peu. Sur certains appareils AirPods Pro, c'est plus facile parce que tu as tout macOS, etc. Ce qui n'est pas mon cas. Et je suis tombé par hasard sur les Nothing CMF Buds 2 Pro. Nothing, qui est du coup une marque un peu minimaliste dans son approche. C'est minimaliste, tu trouves? Moi, je trouve que c'est un peu les. Tu sais, c'est presque remettre l'objet comme il est, un peu à nu, tu vois. Ils Alors ont des oui, designs mais un côté petit peu- très minimaliste et Oui. derrière dans son approche en termes de fabrique, mais aussi en termes de système d'exploitation. Des anciens de chez OnePlus. Ouais. C'est ça, exactement. Quand OnePlus a commencé à fumer la moquette avec leur prix, il y en a qui sont partis qui ont fait Et Nothing. c'est surtout quand on sent qu'il y a Oppo qui
repris la main sur OnePlus En aussi. plus. Et donc, les CMF Buds Pro 2, pardon, pas 2 Pro, les CMF Buds Pro 2, je les ai chopés à 23 €. Ah ouais. Ah ouais. Et en fait, ce qui m'a choqué, je pensais pas du tout me tourner là-dessus. J'ai vu un deal un jour passer sur Deal Labs, excellente application, Deal Labs en passant. Tiens, Ouais. je fais ma reco. Et si tu veux, je cherchais des écouteurs avec une bonne qualité. J'avais pris des Redmi, mais qui honnêtement étaient catastrophiques et qui ont coûté le même prix pour info. Ok. Et là, en fait, c'est les écouteurs les moins chers que j'ai trouvé avec un son aussi bon et surtout de la réduction de bruit active. Ouais. Il y a une réduction de bruit active, genre je crois que c'est 46 ou 50 décibels, ce qui est tout à fait c'est honorable. Et pour le Steam Deck, dont je me sers des fois en extérieur dans les transports, etc., banger. Le son, Ah bah il a pour des bases 23 vraiment très €, c'est profondes. dinguerie, hein. Et donc demain, quelqu'un qui n'a pas d'écouteur trop wireless et qui voudrait un truc avec une bonne autonomie, le boîtier tout à fait de taille tout à fait correcte, l'autonomie pareil. Il n'y a pas le mode transparence. Attention, il y a juste la réduction de bruit. Vous n'avez pas la transparence où vous avez l'impression de ne pas avoir des écouteurs et d'entendre le son ambiant. Vous avez quand même la sensation d'avoir les écouteurs avec un petit bouchon dans les oreilles. Mais la réduction de bruit active fonctionne très très bien. Je vous recommande, mais tous les jours pour un petit budget sans sacrifier la qualité. Vraiment, Nothing, encore une fois. Ouais. Mes applaudissements. Ouais, ils ont une bonne réputation. Ouais, tu l'as vraiment Ouais. agréablement surpris. Je ne cherchais pas, j'ai chopé. Même pour les jeux FPS et tout, t'as des basses, t'as des explosions. Incroyable. Eh ben, Incroyable. écoute, on vous mettra une petite photo si vous voulez voir à quoi ça ressemble Petite photo des notes. sur le Instagram de Bubble. Je les ai pris en noir, en orange, très sympa. Hein. Il y a un petit boîtier qui existe en orange, franchement. Ah bah incroyable. franchement j'ai hâte de les voir. Merci en tout cas d'avoir passé ce petit moment avec nous dans Bubble. On espère que vous avez apprécié cette conversation autant que nous. Merci les petits Yes. audios, ça fait Merci plaisir. beaucoup. N'hésitez pas, on parlait d'Instagram, à nous rejoindre sur ce réseau pour voir un petit peu les sujets en images, en plus que de l'audio. N'hésitez pas à nous écrire directement en DM là-dessus ou directement enregistrer vos questions pour nous les partager. Comme ça, on pourra vous écouter directement en live et pouvoir vous répondre. Ça peut vraiment faire plaisir. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Prenez soin de vous et à très bientôt dans Bubble. Ciao. Bientôt.